Vous écoutez La Nuit Américaine. Votre podcast sur le cinéma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, on va flâner sur Sunset Boulevard dans les années 50 en traitant du film Boulevard du Crépuscule, titre français, scénarisé et écrit par Billy Wilder, sorti en 1950 avec dans les rôles principaux Gloria Swanson, William Holden, Nancy Olson et attention, Eric von Stroheim. En deuxième partie d'émission, on vous donnera nos impressions au sujet du film House of Gucci de Ridley Scott et du dernier film de Scott Cooper, Affamé. Et on terminera bien évidemment cette émission par les coups de cœur de toute l'équipe de la nuit américaine. Mais avant de vous présenter l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, je pose là sur la table la question primordiale qui animera cet épisode. Le film noir est-il un adjuvant à la satire? Et pour essayer de répondre à cette question, je suis accompagné d'Éléonore. Bonjour Éléonore. Salut Mike. Et de Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Mike. Comment allez-vous? Très bien. C'est vrai? C'est vrai? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Parce que vous n'avez pas l'air très emballé. Ah non, bah, alors, on est très emballé déjà de te voir, de participer à cette émission. Merci. Et d'autant plus de traiter d'un véritable chef-d'œuvre. C'est la troisième fois qu'on traite d'un film de cet acabit-là après Citizen Kane d'Orson Welles. On avait fait Vertigo d'Alfred Hitchcock. Et là, c'est vraiment un film majeur dans l'histoire du cinéma. Sunset Boulevard, donc tu as dit en français, Boulevard du Crépuscule, voilà, de Billy Wilder. Et je trouve que le titre français est plus en adéquation avec l'histoire que le titre américain. Pourtant, c'est une traduction assez littérale quand même, non? Ça veut dire la même chose. Oui, mais ça sonne bien. Ouais, en mais ça Ouais. sonne bien. Ouais, Sunset, oui, Ouais. le coucher de soleil. Mais c'est crépuscule. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, je suis pas très anglophone en fait. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais tu as raison, en français, ça sonne tout Ça aussi sonne bien qu'en anglais. C'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est la vrai. prochaine fois, je vais me taire. Bon, Tu vois, c'est comme pour Psycho de Alfred Hitchcock. Je trouve que le titre français Psychose, c'est pas mal non plus. c'est pas mal. Hein? Petite moque. Bon, on va passer. Je vais faire le pitch de ce film-là avant de vous interroger et que vous puissiez me donner les impressions sur ce film. Alors, c'est l'histoire de Joe Gillis, un médiocre scénariste qui fait la rencontre par hasard d'une ancienne grande star du cinéma muet, Norman Desmond, qui, elle, a plongé dans l'oubli à l'arrivée du cinéma parlant. Et donc s'instaure entre eux une relation dans laquelle tous les deux peuvent trouver à y gagner. Voilà mon petit pitch. Est-ce que ça correspond un peu à l'histoire? Oui, c'est ça. Après, lui, il se retrouve chez elle, effectivement. En fait, il doit de l'argent. Il doit 300 € pour les frais de sa voiture. J'ai dit euros, $300 pour les frais de sa voiture. Les huissiers sont à sa porte. C'est ça. Et donc, lui, il se barre avec sa bagnole. Donc, en fait, on va reprendre du début. Parce que le film commence par des flics. On voit des sirènes de bagnoles de flics, des motards, et qui se rendent dans une maison. Et dans une belle villa, et on voit là, dans une piscine, un cadavre. Une belle villa, je ne sais pas, une grande villa. Une grande villa. Au moment effectivement où on le voit, on suppose juste Que c'est quelqu'un qui a de l'argent. Voilà, parce que ça se passe effectivement à Sunset Boulevard, donc c'est quand même réputé à cette époque-là comme étant le quartier où vivaient toutes les anciennes gloires du cinéma muet. Et juste, j'ai lu que Sunset Boulevard, avant, c'était effectivement le lieu du premier studio de production et que dans ce secteur-là habitaient surtout les employés. Oui. Avant de devenir, bien sûr, ce que c'est. Oui, maintenant. avec la création des studios, donc là on est vraiment tout au début, donc 1905, 1910, avec l'avènement des grands studios hollywoodiens, et principalement, on verra avec la Paramount, on en parlera tout à l'heure, où Gloria Swanson, qui interprète Norma Desmond, était une figure, tu vois, très importante. Elle-même du cinéma muet. Ouais. Mais comme dit, Pour de vrai. ouais, pour de vrai. Ouais. C'est vrai qu'on y verra très rapidement.
des similitudes entre sa vie à elle, son passé à elle, son personnage et le personnage qu'elle interprète à l'écran. Reprends le cours de ton... Non mais voilà, donc quand le film commence, il commence par une voix off, donc qui est en train de nous narrer ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dérouler. Et donc là, c'est marrant parce que il y a une bascule à un moment donné au niveau de la voix off, parce que quand ça débute un peu ce qu'on appelle in medias res, donc c'est narré en voix off par l'auteur reporter. C'est comme c'est un reporter, c'est un point de vue narratif externe. Avant que le flashback, tu vois, se modifie, et donc le point de vue également, puisque le point de vue narratif incarné par la victime, du coup, exact. C'est le point de vue omniscient. Donc il nous raconte, parce qu'au début c'est ce type-là, c'est un scénariste, il aurait toujours voulu avoir une piscine, maintenant il est dans l'eau, il est mort dans la piscine. Et après, donc cette même voix commence en fait à narrer par le biais du flashback ce personnage. C'est ce personnage qui parle, donc c'est vraiment le point de vue omniscient. Ce qu'on appelle aussi le fait de faire parler un mort en narratologie, c'est la prosopopée. Tu fais parler un cadavre. Et au même moment, en 1950, il y a aussi, donc on a déjà parlé de ce film-là, ça s'appelle Rashomon de Kurosawa, où on fait aussi parler un spectre. Donc c'est hyper intéressant parce que de faire parler les morts dans 2 films, dans 2 chefs-d'œuvre en fait du cinéma. Je crois que c'est ce qu'il avait voulu faire au départ et ça avait été mal interprété par le public lors du premier test de la projection du film, où tu avais justement Gillis qui était la première scène se passait dans la morgue et tu avais les cadavres qui se parlaient entre eux. Et a priori, ça avait eu un sens comique auprès du public, alors que c'était pas du tout l'effet recherché de base. Ouais, c'est ça. Il se redresse en fait quand il est au milieu de ses macabées, effectivement. Donc il commence à parler de son passé dans le Kansas ou je sais plus où. Et effectivement, quand ils ont fait la projection test, tout le monde s'est marré. Et en fait, Bill Wilder dit mais cette séquence, même si il a toujours voulu intégrer de l'humour dans ses films. Cette scène-là n'est pas censée être drôle. Enfin, du coup, ça doit pas être sujet non plus à moquerie. Et même tout le film, hein. Parce que, moi, je connais surtout les films plutôt de comédie de Billy Wilder, du style Certains Lem Show ou Sabrina ou 7 ans de réflexion. Mais c'est vrai que celui-ci est particulièrement noir. Il en a fait d'autres, je crois que c'était Assurance de la mort. Assurance sur la mort, ouais. Sur la mort. Donc, c'est vrai que là, c'était surprenant pour moi de voir l'autre côté un peu plus sombre. On en a parlé un peu hier, Mathieu. Moi, c'est la première fois que je le voyais, ce film-là. Je savais pas à quoi m'attendre. Je sais même pas l'histoire, tu vois. Et donc, moi, j'ai adoré ce film-là. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai été vraiment frappé par, en fait, pour l'époque, la technique qui avait été utilisée dans la scène d'ouverture. Enfin, pas d'ouverture, mais presque d'ouverture. Où le corps effectivement flotte dans la piscine et tu as en contre-plongée du coup une caméra qui filme les policiers qui prennent des photos et qui essayent de repêcher le corps, quoi. Et donc du coup je trouvais ça impressionnant pour l'époque, comme comment ils se sont débrouillés. Par effet miroir, ils ont mis un grand miroir au fond de la piscine, parce que c'est vrai que avec les grosses caméras qu'ils avaient à l'époque, je me même pas si des dolly, mais c'est hyper encombrant. C'était très compliqué de pouvoir mettre une caméra dans la piscine, dans la flotte. C'est ça qui est génial. Comme dirait Aurel San, simple, basique. C'est ça. Ouais, on a les références qu'on mérite. Hein, donc, non, mais j'aime bien Aurel San, mais je connaissais pas. Simple, basique. Ah, c'est ok, pardon. Ouais. Donc je suis dans la piscine, au fin fond de la piscine. Voilà. Mais te noie pas. Un petit coup de pied sur le sol, tu vas remonter. Oui. Ça, je connais. Ça, c'est mieux. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable pour l'époque. C'est quoi? C'est dans les années 50? C'est en 1950. On ne pouvait pas plonger de caméra sous l'eau. Et je crois qu'ils avaient dû opter pour une température maximale de 7 degrés, un truc comme ça, pour pas que l'eau soit trop chaude et que ça reflète bien avec le miroir. Et du coup, la caméra, ils l'ont mis dans un... C'était au-dessus, je pense, en contre-plongée, non? C'est ça. En fait, nous, on a le sentiment que c'est en contre-plongée. En fait, c'est en plongée, puisque elle filme le miroir au fond de la piscine. Et c'est ça. Et toi, tu vois le reflet, William Holden, qui est sur la flotte. J'étais impressionné par ça. Je me suis dit, attends, on est quand même... pas les techniques d'aujourd'hui, quand même. Et cette séquence... Un miroir, et c'est bon. C'est ça, tu vois. Et cette séquence-là, qui est devenue véritablement culte, elle a été utilisée et détournée dans plein de films, dans des séries. Je me souviens même d'un épisode des Simpsons où ils avaient reproduit la même chose. Donc je crois que c'était plus de la flotte, c'était je crois que c'était une friandise ou à la place de la flotte. C'était marrant. D'accord. Et Léonore, t'avais déjà vu le film, toi? Non, la première fois. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour les films. Ça fait partie de mes films réconfortants, entre guillemets, de certains Lem Show avec Marilyn Monroe. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ce réalisateur qui est emblématique
de l'époque et qui a réussi à mettre en lumière, à faire briller des actrices comme Audrey Hepburn ou Marilyn Monroe et elle pour le coup on s'en souvient encore. Tu l'as regardé avec tes parents, tu l'as regardé avec tes parents qui t'ont fait découvrir ça? Oui. Découvrir ça? Oui, oui clairement. Ouais. Mais c'est vrai que Billy Wilder, déjà, c'est hyper intéressant parce que donc c'est un monsieur qui est né en Pologne, dans la partie avant austro-hongroise, et puis il est né d'une famille juive autrichienne. Donc il a changé de nom. Oui, bah en fait son nom c'est quoi? C'est je sais même plus. Enfin c'est. Bon, bref, oui. Je sais plus. Je sais plus, mon chéri. Parce que je sais pas s'il y a un Wilder en Pologne. Si, ouais, mais en fait, ce sont les familles austro-hongroises, donc il y a quelque chose de très prussien là-dedans, donc d'accord, ça peut exister. Mais en fait, à l'origine, comme dit, il est d'origine d'une famille juive autrichienne, et donc il a quitté l'Allemagne, tu vois, avec l'avènement, tu vois, du Reich en 33. Lui, il est parti à Hollywood en 34. Et il y a un bon mot, parce que Billy Wilder est très connu aussi pour ses bons mots, pour ses aphorismes. Et il disait, vous savez, dans les années 30, les juifs comme moi, qui étaient optimistes, ont fini à Auschwitz dans les camps, et les pessimistes ont eu des villas à Hollywood. Parce que les optimistes, ils voulaient rester. Tu vois, ils pensaient pas que, tu vois, que ça les autres ont fui. Et les autres sont partis. Lui, il fait partie de ceux qui sont partis, comme son frangin. Et il s'est installé à Hollywood. Il a commencé comme scénariste chez Lubitsch. Il a travaillé principalement avec Charles Brackett au début. Donc, il a co-scénarisé le film. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont fait des films principalement pour Lubitsch. Lubitsch, c'est vraiment, son mentor. C'est lui qui a appris toutes les techniques de comédie, comment mettre en scène la comédie et ce qu'il a reproduit dans la plupart de ses films. Et quand Meliodan le disait, c'est vrai qu'on le connaît plus pour ses comédies, mais il a aussi fait des films noirs, comme effectivement Assurance sur la mort ou Le Poison, et Boulevard du Crépuscule. Bah, c'est un peu un amalgame de tout ça, parce que ça débute avec les codes du film noir, donc avec l'avenue des policiers, avec un cadavre, et après ça bifurque même dans autre chose, puisque quand on voit William Holden qui débarque dans cette ville-là, tu vois, comme tu disais toi, quand on en avait parlé, tu disais, vu de l'extérieur, elle est décrépite. Ouais. Et en fait, quand tu vas à l'intérieur, c'est quand même encore très vaste, très majestueux. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ils rentrent dans cette maison, t'as tout, en fait, tous les tics visuels, c'est du film aussi d'épouvante gothique. Complètement. Hein? Et je te faisais la remarquer sur cet aspect-là, un peu esthétique, en parallèle, effet miroir avec la personnalité de Norma Desmond. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, c'est décrépit, enfin là, sa carrière est finie. Sa villa est décrépite, donc sa carrière est finie. Mais il y a quand même le faste de l'intérieur de la villa qui peut correspondre effectivement à ce qu'elle ressent, elle, être encore une grande star. C'est la prolongation de sa personne. De sa personne, c'est ça. Ouais, c'est une espèce d'allégorie en fait de qui elle est. Exactement. Et c'est vrai que quand il rentre dans cette maison, donc déjà, en fait, il y a deux manières dont il tourne en fait ces scènes. Quand il est dans cette villa, il rappelle en fait le cinéma allemand, tu vois, de l'expressionnisme allemand, et il retrouve aussi ces influences qu'on a pu trouver dans les films du Universal, des films d'épouvante. Le majordome, tu vois, qui est interprété par Erich von Stroheim, c'est vraiment le majordome qu'on peut trouver dans les films d'épouvante. Tu vois, même la manière dont c'est filmé, on débute tout de suite aussi avec on attend les pompes funèbres, et on tombe sur un singe qui est mort. Et cet acteur-là, c'était aussi un acteur ou un scénariste ou un réalisateur, mais qui était plus connu en France ou en Europe qu'aux États-Unis. Ouais, alors Erich von Stroheim, c'est un grand cinéaste, mais pour qui ça a été très compliqué. Effectivement, par la suite, il est très connu aussi chez nous en tant que comédien. Il a principalement joué des rôles de Prussiens, d'officiers allemands, mais il est surtout aussi connu pour déjà, on en parlera par la suite, mais pour avoir été le cinéaste qui a mis en vedette Gloria Swanson. On en parlera après parce qu'il y a un épisode. Ils se sont vraiment aussi, ils se sont mariés aussi, non? Je sais pas, dans la vraie vie ou je sais plus. Ils étaient ensemble ou je sais Alors dans le film, oui. On apprend que c'est son premier mari. Dans la vraie vie, je sais pas. Alors là, tu me mets le doute. Je suis pas sûr. Mais c'est vrai que après, j'ai pas eu le closer de l'époque. Je l'ai pas. Le Paris Match. C'est vrai que la maison fait partie comme si c'était un personnage à part. Et comme disait Mathieu, on a l'impression que le miroir qui est suspendu dans le temps. Et l'aspect gothique avec les ornements très
très baroque, rococo, pompeux, tout ça. C'est vrai que on a bien senti. Ça faisait un peu l'ambiance famille Adams avec l'orgue et tout. Ouais, et oui, le oui, non, c'est ça. majordome. Le majordome, qui très pourrait jouer droit, le rôle très austère, un peu allemand, hein, du coup. qui pourrait jouer le rôle de Fétide. C'est ça. Un peu. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est un personnage à part. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Surtout quand il joue en fait de l'orgue, et puis elle, tu le vois en arrière-plan. Si, il utilise la même technique qu'on a vu dans Citizen Kane, c'est avec en deep focus, où tu vois sur le même plan, tu le vois lui très net et elle aussi, et donc lui filmé donc vraiment en premier plan, et il impose quelque chose, effectivement des codes du film gothique, du film d'épouvante. Et ouais, c'est assez troublant. Et qu'est-ce que ce film a lancé Enfin, c'est une référence cinématographique pour certains réalisateurs ou pas, ou c'est juste un film comme ça qui est passé à la trappe Enfin, pas à la trappe, c'est vraiment une légende du cinéma. Mais est-ce qu'il y a des inspirations de réalisateurs d'aujourd'hui, enfin des réalisateurs qui s'inspirent de ce film-là pour David leur Lynch. œuvre? David Lynch. David Lynch, enfin, il y en a plein, mais David Lynch à l'époque quand il fait Mulholland Drive, il a dit sur la plus grande influence c'est Boulevard du Crépuscule. Il y a encore énormément de cinéastes majeurs qui Sur quoi? Sur la mise en scène, sur la manière de filmer, sur l'histoire, sur quoi? Alors sur la mise en scène, bien sûr, mais aussi sur ce que ça dépeint d'Hollywood. D'accord, ok. Et, Donc, ouais. Et c'est vrai que ça a été un marqueur. Alors il y a eu d'autres films, hein, et puis par la suite aussi, il y a d'autres films qui ont décrit de manière un peu, ouais, qui ont été un peu, qui ont décrit Hollywood, mais de manière à la tacler un petit peu. Mais comment dire ça? Il y allait assez frontalement quand même. Hein. Ouais, il y allait assez frontalement. Surtout les premiers retours, ils étaient assez mitigés. Il y a une partie de la critique qui trouvait ça formidable, mais il y a Mayer. Il y a Louise Meyer, tu sais, de la MGM, qui lui a dit non mais ce que tu nous as fait, c'est un couteau dans le dos, tu vois. Ils se sont insultés Ouais. mutuellement. D'accord. Mais on n'est pas allé au bout de cette histoire-là, donc on a fait un peu le pitch, mais l'histoire c'est donc il arrive là-bas et puis Norma Desmond veut faire un comeback. Elle est en train d'écrire un scénario qu'elle n'arrive pas à finir, enfin qui est très voilà. Nul. Et lui dit qu'il est scénariste. Bon, voilà. Et puis elle décide de l'embaucher pour travailler sur son scénario pour possiblement faire le comeback. Et lui se dit bon ben c'est un salaire qui peut rentrer, donc je vais garder ma voiture et je peux voilà. Et au final il se laisse entretenir et puis voilà. Ouais, par confort. Par confort, c'est un petit gigolo quoi. C'est le gros dilemme entre l'opportunisme et les conséquences. C'est ça, ouais. Mais comme dans pas mal de films de Billy Wilder où tu as souvent des relations complexes entre les personnages, des relations amoureuses assez complexes. Il aimerait bien, oui, enfin il est dans ce confort-là, il aimerait bien le quitter, mais il est attaché à ça. Enfin voilà, pour l'instant lui, c'est réconfortant d'être dans ce rôle-là. D'avoir le côté matériel, mais en même temps, il est prisonnier. Oui, un petit peu. Dès le départ, c'est un usurpateur. Quand il débarque, on le prend effectivement pour un agent des pompes funèbres, pensant qu'ils vont emmener le cadavre du chimpanzé. Et au final, je me rends compte, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui? Alors repartez de chez moi. Et après, il dit, je suis scénariste. Elle déjà, elle a une aversion pour ça, parce qu'elle dit, vous, les scénaristes, maintenant, comme c'est une ancienne star du muet, vous n'écrivez que des mots. Et dit, voilà, on n'a pas besoin de mots pour exprimer quelque chose quand vous avez un visage comme le mien, quand vous avez ce jeu d'actrice comme moi, vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc, elle lui en veut un petit peu. Sur le moment, c'est comme s'il portait en fait toutes les tares qui fait que elle n'a plus cette gloire passée. Puis après, elle se rend compte, comme tu disais, que elle est en train d'écrire un scénario pour son soi-disant comeback. Le scénario doit faire 2000 pages. C'est ça. C'est une catastrophe. Et ça reprend. Mince, je sais plus. C'est quoi déjà le titre? C'est quel personnage? C'est un personnage mythologique et que tu trouves aussi d'ailleurs dans la Bible. Et en fait, c'est aussi l'époque qui veut ça, puisqu'à l'époque, c'était les adaptations des grands péplums, des 10 commandements et compagnie. Et c'est pour ça qu'on verra aussi Cécile B2000 par la suite. C'est pas pour rien qu'elle va le voir lui. Qui joue son propre rôle. Et qui faisait le tournage de Samson et Daïda. Oui, c'est ça. Non, et puis Cécile B2000, donc il va faire quelques années plus tard les 10 commandements, qui était le remake de son propre film des 10 commandements qu'il a déjà réalisé précédemment. Enfin, on est dans cette période-là où on fait avec des gros budgets, des gros péplums. Et donc, elle espère faire son comeback à travers ce type de film, cette grosse production-là. Et donc, lui va s'atteler à lui écrire un scénario. Mais comme je disais, lui va écrire son scénario, elle est tout le temps derrière lui à observer tout ce qu'il fait. Quand lui veut jeter une feuille... Elle lui dit non, tu la remets dans le scénario. Ouais, c'est ça. Donc, il est son employé. Elle va l'entretenir, elle va lui acheter des habits, elle va lui acheter des bijoux. Et donc, il y a une relation qui est en train de se créer. Relation unilatérale.
hyper toxique. Enfin, au niveau sentimental, c'est unilatéral. Ouais, bah oui, Ah oui. au début, oui, parce que en fait, ce qui va se passer, c'est que lui, à un moment donné, va vouloir fuir cette relation parce qu'il se rend compte que voilà, c'est une espèce de gigolo. Quand elle va faire cette fameuse soirée du 31 décembre, C'est glauque. C'est glauque. c'est à mort. glauque, c'est un triste pas possible. Donc lui, il est fagoté avec son costume en 3 piles, je ne sais comment on dit ça. Et puis ils attendent d'autres invités. Lui, Mais il c'est pense terrifiant, qu'il y a d'autres terrifiant. invités, ouais. Parce qu'il y a un buffet et un orchestre, dans la maison. Et puis elle commence à être pompée, elle fait mais non, il y aura personne d'autre, il y a que nous. Et là, elle lui avoue qu'elle est amoureuse. Ouais, c'est ça. Et lui il se barre. C'est ça. Et il va dans une fête où il rencontre à nouveau une nana qui, à la base, qui est scénariste, mais qui, à la base, il l'avait rencontrée dans un studio quand il présentait un de ses scénarios. Et elle lui avait dit, elle savait pas qu'il était là et que c'était très mauvais, très mal écrit et que. Oui, parce que Et lui, il était rancunier vis-à-vis d'elle parce qu'elle avait C'est dit ça sur Parce son que travail. Norman Desmond en fait est amoureuse de Joe Gillis, qui est amoureux de Betty, qui elle est fiancée et qui doit se marier à Artie, Avec un mais ami. qui finalement tombe amoureuse quand même de Gillis. Donc C'est c'est ça. le bordel quoi. C'est un peu le bordel. Il y a un côté un peu soap opéra, mais C'est les feux de l'amour Mais un il peu en aime- avance, mais quoi. Il aime bien ça, hein, Billy Wilder. Hein. Oui, Et, oui. Il l'a fait dans plein de comédies aussi. ouais, les histoires d'amour contrariées, Ouais, c'est il ça. adore ça. Et puis Ouais. et puis en plus comme c'est toujours hyper bien dialogué, c'est très percutant dans l'humour, tout ça fonctionne super bien. Effectivement, quand lui il arrive, il va voir un producteur, puis après il va voir son agent parce qu'il a besoin de vendre un scénario, parce qu'il a besoin de ces $300 pour payer sa bagnole. Et c'est là que cette fameuse Betty, donc qui est lectrice de scénario, elle fait un compte rendu et effectivement elle voit pas que le personnage de William Holden est là, et puis elle le démonte. Et oui, mais c'est nul. Ok. Donc lui bien sûr va lui en tenir rigueur, contrarié bien sûr, mais on sent déjà, tu vois, c'est le genre. Quand Tu on sens direct qu'il y aura une relation entre les deux. Oui, C'est écrit d'avance. c'est ça. Non, alors peut-être que nous, en tant que spectateurs, on est éduqués à ça, Oui. mais c'est vrai quand tu vois ça, tu te dis bon, une grande histoire d'amour commence toujours par une contrariété, et c'est ainsi que ça va débuter. Et effectivement, il va retrouver cette jeune femme à la soirée du Nouvel An. Lui, donc, il débarque avec son costume, mais quand il débarque à cette soirée, il détonne de par son apparence. C'est comme s'il venait d'un autre monde. Il vient de ce monde d'Hollywood, et parce que Norma Desmond, elle vit dans l'illusion d'Hollywood, du Hollywood de l'âge d'or, c'est ça. Et eux, tous ces gens-là, comme Artie, comme Betty, ce sont les petites mains d'Hollywood. C'est le Hollywood de l'industrie. Et donc lui, c'est comme s'il sortait d'un écran de cinéma et qui débarquait dans ce monde-là. C'est comme si un officier de la marine allait chez les cantiniers, quoi. C'est une bonne Ou alors comparaison. sur Titanic, DiCaprio qui va au 3e étage là et qui danse avec. Betty a succombé, elle est sous le charme effectivement. Mais tu vois. C'est Allez. l'uniforme. Ouais. Ouais, c'est normal. Et donc du coup, ils vont décider de collaborer ensemble. Parce que ouais. lui, il dit voilà, j'ai parallèlement à ce qu'il fait, donc il dévoile pas hein, évidemment parce qu'il est devenu une espèce de gigolo et de scénariste pour. C'est un peu honteux. Parce que il y a rien de très glorieux à ça effectivement. Donc du coup, il va aussi travailler avec ces jeunes filles sur un autre scénario en commun. Et là, il a beaucoup plus d'enthousiasme. Et il cache ça aussi à Norma Desmond parce qu'il travaille la nuit quand il il a un dort, double jeu, il part. Ouais. Ouais, exactement. Donc il lui ment à elle et il ment à Betty. Il lui et à dit Norma. j'ai quand même le droit de faire ce que je veux, puis elle lui répond non, elle essaye toujours d'avoir la main mise sur lui, c'est terrible. Et au niveau de la mise en scène, il y a des nouveautés, enfin il y a quelque chose qui a été créé par rapport à ce film, hein enfin. Alors, au niveau de la mise en scène, enfin, je sais pas s'il y a eu des innovations. En tout cas, ce qui est impressionnant, c'est la fluidité avec laquelle la mise en scène est faite et créée. Et du coup, c'est cette mise en scène qui porte les personnages et en plus qui varie. Parce que cette mise en scène-là, comme on disait, elle est différente quand elle se situe dans la villa ou quand elle se situe en extérieur. Il y a plein de choses en fait. Puis même, comme on disait, l'utilisation, tu vois, de la profondeur de champ, elle est ici hyper intéressante. Moi, je voulais juste revenir. Il y a une scène en fait qui est très emblématique du film, parce qu'elle fait un effet de miroir avec Gloria Swanson. C'est quand elle lui fait passer un film. À un moment donné, ils sont tous les deux assis sur un canapé et elle regarde un film où elle était actrice principale. Voilà. Et en fait, ce film-là, c'est un vrai film où elle était la comédienne. C'est Queen Kelly. Queen Kelly qui est réalisé par Eric von Stroheim. Donc attends, juste pour resituer. Donc le film qu'il regarde, c'est le film où Gloria Swanson joue son propre rôle ou Norma Desmond.
Gloria Swanson. En Ok, fait, l'actrice. Voilà, ok. c'est ça. En L'actrice fait, qui interprète C'est Norma un regarde vrai un film ouais. où elle est dedans. c'est ça. En fait, il y a quelque chose de complètement méta Ouais, dans cette scène-là. Ce film Queen Kelly, donc, qui est sorti en 1932. Faut savoir que Gloria Swanson, elle arrête sa carrière en 34. Donc, c'est encore un film muet. Alors, le parlant, c'est 1927. Mais donc, elle fait partie de ces gloires qui ont cessé, en fait, de faire du cinéma avec l'avènement du cinéma parlant. Et quand elle regarde ce film, il faut savoir à quel point ce film est hyper important, puisque elle, on se rend pas compte maintenant, hein, mais c'était plus qu'une star, c'était une productrice qui avait vraiment de l'influence, qui avait créé sa propre société de production et qu'elle avait créée avec Joseph Kennedy. Joseph Kennedy qui est le père de John Fitzgerald, qui est de l'autre, lui qui est disparu. Et donc du coup, ils vont faire cette production là. Quand Joseph Kennedy va voir les premiers rushs, il va dire non, on peut pas mettre ça parce que la censure, tu vois, va vouloir en fait, dont lui, Joseph Kennedy, va vouloir sabrer le film et désosser complètement cette œuvre-là. Et Erich von Stroheim, ça va être son dernier véritable grand film. Et donc, on apprend aussi par la suite que le personnage de Max, donc interprété par Erich von Stroheim, c'était aussi un cinéaste. Donc il y a tout ce côté méta et qu'effectivement, dans le film, dans la fiction, il était réalisateur, il avait mis en avant le personnage de Norma, et dans la réalité, c'était le cas également. Ouais, ouais. C'est un très bel hommage de la part de Bill Wilder justement d'avoir fait ça. Ouais. Pour nous, ce qui est super intéressant, faut se mettre à la place des spectateurs en 1950. Ils voient ce film-là, ils se disent, ça nous rappelle un âge d'or du cinéma qui n'était pas si lointain. Tu vois. L'âge d'or, c'est quelle période? Tu peux juste rappeler du coup? Quoi, 1920? 30? Ouais, c'est un peu compliqué. Disons, on va dire qu'il y a plusieurs âges d'or parce que il y a toute la période du cinéma muet, effectivement, et le cinéma muet, il faut se rendre compte que nous, ce qu'on voit du cinéma muet, c'est à peu près un tiers des films, puisque il y a au moins 2/3 des films qui ont disparu, qui ont pas été, qui ont complètement disparu de la circulation, que la plupart des péloges qui ont brûlé. Quand on parle de Méliès, même lui-même avait brûlé ses films. Et puis après, il y a avec l'avènement du parlant, on entre dans un nouvel âge d'or. C'est nous, quand on parle très souvent du nouvel Hollywood, on parle du nouvel Hollywood dans les années 70. Mais le nouvel Hollywood débute, non pas véritablement en 27 avec l'avènement du parlant, mais à partir des années 30, c'est un nouvel Hollywood dans lequel ces anciennes gloires, et on le verra aussi, il y a une séquence qui est très belle, ce qu'ils appellent les figures de cire. Oui. Ah ouais. Avec Buster Keaton. Où il y a Buster Keaton. Et ça, c'est formidable, parce qu'en plus, cette séquence-là, qui était le concurrent de Charlie Chaplin, c'est ça, hein? Dans les années 20, c'était... Ouais, alors on aime dire que c'était en concurrence. Ouais, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas véritablement de concurrence. Enfin, ça, tu vois, c'est... Non, à mon sens, il n'y a pas vraiment de concurrence. Buster Keaton, c'est un immense comédien et c'est un très grand cinéaste qui a influencé encore aujourd'hui. Si tu regardes du cinéma de Kung Fu, si tu regardes Jackie Chan, tu lui poses la question, son mentor, son influence principale, c'est pas Bruce Lee, c'est Buster Keaton. D'accord. Okay. Quand tu vois un film de Buster Keaton, tu regardes le Mécano de la Générale, tu vas voir à quel point c'est formidable, à quel point c'est impressionnant visuellement, et se dire mais comment ce mec est encore vivant. Buster, ça veut dire casse-cou. Et le mec faisait ses véritables cascades tout seul, souvent en une prise. Enfin, le Belmondo des années 20. Ouais, non, mais c'est au-delà. Ah oui, non mais vraiment, c'est sans déconner. Il y a un film, je sais plus comment il s'appelle, où tu le vois courir, il dévale une pente et puis t'as plein de rochers qui lui tombent dessus, qui roulent et puis c'est très drôle. Non, c'est très drôle et c'est impressionnant. C'est typiquement le genre de film. Même au niveau technique, tu vois, tu c'est des gros cailloux en carton en fait, mais c'est vachement bien. Non, mais il y a des séquences quand tu regardes des films de Buster Keaton, tu te dis comment ils font ça. Aujourd'hui, on se pose pas la question parce qu'on a la possibilité avec des CGI de faire plein de choses, mais c'est typiquement un genre de film, tu dis mais comment ils ont fait et comment ils ont fait pour ne pas mourir. Oui. Tu vois. Et pourquoi on parle de Buster Keaton ? Non, parce que tu parlais d'une scène où les anciens. Quand ils jouent à quoi ? Non, ils jouent au bridge. Cartes, ouais. Ils jouent au bridge et donc effectivement tu as une table avec que des scénaristes, des anciens acteurs, anciennes gloires des cinémas muets. C'est ça. Et Gloria Swanson, c'était son cas puisque comme on disait, elle a mis un terme à sa carrière en 34 et en 50 pour Boulevard du Crépuscule, c'est son grand retour. Pour se dire qu'ils n'auraient même pas pensé à lui poser la question à elle parce que c'était une telle star du muet et qu'elle avait complètement disparu qu'ils n'étaient même pas posé la question de lui proposer. Ils voulaient d'abord proposer le film à Greta Garbo qui a dit non, ça m'intéresse pas, foutez-moi la paix avec vos conneries. Et puis ils ont dit on va demander à Gloria Swanson. Putain, elle dit oui. Exceptionnel. Et effectivement, il y a cet effet de miroir, ce côté méta qui est hyper intéressant. Et quand il regardait le film muet, justement, Norma Desmond parlait de Greta Garbo à un moment donné. Oui, parce qu'elle dit,
Parce qu'elle a dit qu'aujourd'hui les comédiens ne savent plus jouer. À part, Voilà, ils jouent plus, ils s'expriment plus rien. Voilà, tout est dans le dialogue. Faut parler. Et puis elle dit bon, il y aura encore Greta Garbo. Ouais, et dans l'interprétation du personnage de Norma Desmond par Swanson, c'est une interprétation très théâtrale. On n'a pas l'habitude de voir ça au cinéma. Enfin, nous, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de c'est très surprenant quand tu de le vois la performance, première fois, ouais. mais c'est les performances qu'ils avaient dans le cinéma muet de l'époque, c'est dis, ça? C'est too Pour much, ouais. c'est pour comment dire, annihiler le fait qu'il n'y ait pas de parole, quoi, enfin de dialogue. Théâtralisé. Ouais, ils théâtralisent pour augmenter le. C'est ça, il y a une espèce de surjeu. Aujourd'hui, voilà. tu peux J'arrive plus. pas à trouver mes mots, mes phrases. Non mais c'est ça, mais on a compris, mec. Mais c'est pas grave. Je vais me faire un café. Mais Dans ma c'est nouvelle très bien. tasse, la nuit américaine. Mais non, mais tu le dis très bien. Non, mais c'est vrai qu'il y a un surjeu que aujourd'hui, on en parlera plus tard quand on va traiter du film de notre ami Ridley Scott où là le surjeu est très très pénible. Mais dans ce film-là, ça, en fait, il y a un intérêt puisqu'elle joue la manière dont elle-même jouait dans le cinéma muet. Mmh. Et donc, elle est restée ce personnage-là. Il y a des moments en fait où elle est vraiment dans l'émotion. Où là, pour le coup, elle ne surjoue pas les scènes. Ouais. C'est plus entré. Et là, elle est très touchante. Et là, elle est c'est vraiment exceptionnel. Quand elle est sur le lit au téléphone, elle téléphone à Betty. Là, elle est dans l'émotion, non? Elle Oui, surjoue pas, non quand elle pleure, quand elle se rend compte qu'elle va le perdre, toutes ces séquences-là, elle est là. Il y a un jeu qui est plus entré, qui est plus propre aux interprétations que nous on connaît. Et c'est pour ça quand je disais, c'est là où je voulais en venir. Quand les spectateurs en 1950 voient ce film-là, ils se disent, voilà. On parle de ce cinéma-là. Pour eux, c'est comme s'ils regardaient dans le rétro, on se disait c'était bien ce cinéma-là. Mais pour nous, rendez-vous compte, nous maintenant en 2021, bientôt 2022, on regarde ce film-là. On rigolerait, on se moquerait. Non, mais c'est qu'il y a une double interprétation. Parce que nous, on voit un film de 1950 qui est déjà, ça fait 70 ans. Mmh. Et en plus, on interprète aussi un film, tu vois, qui a l'éthique, on va dire, de ces comédiens des années 10, des années 20. Tu vois, donc la lecture est double, tu vois, et le flashback et le côté l'exégèse, tu vois, du cinéma de l'époque est double. Bien c'est primordial de comprendre ça parce que si tu regardes le film à la première lecture, tu te dis mais c'est trop pompeux, elle en fait des caisses. Oui, mais tu regardes pas ce film enfin je veux dire tu sais que ça parle du cinéma muet, non? Enfin il y a tout le monde qui a vu au moins juste une petite séquence de cinéma muet comment même Charlie Chaplin quand il exagère ses gestes, il exagère toutes ses attitudes. Enfin quand tu vois ce film là, tu t'as pas une lecture du premier degré, tu dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Tu as raison et en même temps tu as tort. Non, c'est pas ça. En même temps t'as tort. Non, t'as raison, mais en fait ce qu'il y a c'est que tu cites et à juste titre tu cites par exemple Chaplin. Donc on va parler de comique. Donc une interprétation comique, c'est-à-dire quand tu surjoues l'humour et la comédie, le burlesque, tu peux te permettre ces exagérations. Encore aujourd'hui, ça peut fonctionner, je pense, un Jim Carrey ou autre, tu vois. Mais quand tu veux jouer des émotions comme la peur, comme la tristesse, et à l'époque où tu surjouais pas, tu l'interprétais comme ça, comme tu n'as pas les mots, tu es obligé de faire des gestes ça doit être très ample. C'est ça doit être théâtral, très marqué, tu tiens le visage, il y a un côté mime, tu vois. Et aujourd'hui, si tu reproduis ça ne fonctionne pas. Tu vois, ou alors ça doit être intégré dans un élément comique. Okay. Elle interprète admirablement bien quand elle joue justement le rôle de Charlie Chaplin. Elle est drôle. Elle est guillerette parce qu'elle veut mettre, quelque part, Gillis veut qu'elle joue un peu pour lui. Enfin, elle essaye de le distraire. Et elle ressemble un petit peu dans son attitude. Elle ressemble un petit peu. Et d'un coup, elle entend l'annonce du majordome. Quoi? Mais si, mais vas-y, continue. Elle ressemble à Charlie Chaplin. C'est ce que je disais. Ça me perturbe ton truc. Bon bref, elle a l'appel du majordome qui lui dit il y a les studios Paramount qui veulent vous vendre. Et là du coup, tu vois son visage se figer et elle joue super bien. Oui, parce que la surprise et la parce que elle s'attend en fait à ce que ce soit Cécile B2000 qui l'appelle directement. Parce que ils ont envoyé le scénario et ils attendaient un appel de la Paramount et elle. C'est pas Georges B2000, c'est ça? Cécile. C'est pas Cécile B2000. C'est Cécile qui téléphone. C'est un assistant. C'est un assistant. Et elle dit ah non, et donc comme une grande star, elle est fière. Elle dit moi je pars pas aux assistants.
tu lui raccroches le nez, il me rappellera. Ah bah, elle se projette en fait direct. C'est ça. Et elle se projette et au final c'est très triste parce que on dévoile ou on dévoile. Bah, de toute façon, on peut tout dévoiler, Oui. mais il faut comprendre en fait que Max, donc le majordome, entretient aussi Parce qu'il lui envoie des courriers Ah, c'est ça. des courriers de fans ou des choses comme ça. Il rappelle qu'à une époque, et c'était le cas de Gloria Swanson, faut vraiment se dire que c'est une époque qui est complètement révolue. L'époque du star system. Aujourd'hui, quand on parle de star, non, il y a des pseudo-vedettes, n'importe qui, qui se monte son cul à la télé, c'est une star aujourd'hui. Donc voilà, donc ça n'a plus aucun intérêt. Moi, je l'ai été, mais très brièvement. Et tout le monde s'en souvient. Moi, j'ai fait une story Instagram et puis c'était bon, c'était parti. C'est ça. Je l'ai pas vu. Ah bah t'as loupé quelque chose. Non mais à l'époque c'était véritablement des stars. Quand il parle qu'elle recevait 17 000 courriers de fans par semaine, réellement. c'était le cas de Gloria Swanson et de toutes ces stars, des Barbara Stanwyck, des Valentino, enfin c'était incroyable. Et donc lui il continue à écrire des lettres, elle reçoit encore des lettres et elle lui montre à William Holden, elle dit voilà, mes fans et les spectateurs m'attendent, ils attendent mon retour. Donc son comportement est aussi entretenu par ce majordome parce qu'il a peur qu'elle mette fin à ses jours si elle comprend qu'elle n'est plus rien quoi. Oui c'est ça. Et puis lui il est amoureux d'elle. Et Ouais, oui, c'est aussi une secrètement, relation, oui, parce que c'était son ouais. premier mari ou un de ses, Oui. son premier mari, je crois. On Oui. l'apprend dans le film et puis je pense qu'il est encore un peu Ah, mais- in love. Il veut la C'est un petit peu protéger. son crush. Il veut la protéger. Forever. Il l'a mise en lumière quand elle avait 16 ans, je crois. C'est ça. C'est ce qu'il dit. Non mais il faut se rendre compte, cette relation est quand même. C'est comme incroyable. René et Céline. Pareil. Sûrement. Je ne sais pas. Ouais, alors là, je peux pas. Si, c'est pareil. Il l'a pris Ça sous va, son c'est- aile. Elle avait 14 balais. Pareil. Ça va, tu as vu le film Aline? Non, pas encore, mais j'aime bien Valérie Lemercier. Donc du coup, j'aimerais T'aimes bien bien voir. Céline Dion? C'est vrai. Ça va, tu aimes bien Céline Dion? Moi, j'aime bien, ouais. Enfin, Ouais, j'aime bien ouais. pas tout, mais j'aime bien certaines chansons. Ouais, c'est quoi, enfin, là. moi, je suis pas fan de Céline Dion du tout. Il y a 2-3 chansons, je peux me laisser aller aussi à les chanter quand j'ai picolé. Ça peut le faire. Mais j'irai pas Les voir gens le qui film Aline. n'assument pas, c'est vraiment pas très marrant. C'est- Et toi, t'es vraiment pas très marrant. Moi, je suis pas marrant. Et avant qu'on parle de Céline, on parlait de quoi qui était plus intéressant? Que Eric Oui, von oui. Stroheim. Alors, et donc le personnage de Max est un personnage hyper complexe. Leur relation est très complexe puisque il est son majordome, il fut son mari, il fut son metteur en scène. C'est quand même incroyable qu'il reste toujours auprès d'elle. Donc il est dépendant d'elle et en même temps il est aussi dépendant de sa gloire passée à lui parce que sa gloire à lui, il la voit à travers elle. Parce que sans elle, il n'existait pas. Oui. Tu s'amuses. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc du coup, il entretient en fait cette gloire passée. Je veux juste revenir aussi juste sur un truc. Il y a une espèce de métaphore aussi avec les animaux, parce que le personnage de William Holden, dès le départ, donc quand il arrive, on le prend effectivement pour un Croque-mort. Un croque-mort, c'est ça. Donc il y a ce chimpanzé qui est mort. Il va devenir le nouveau chimpanzé Oui. de Il va Gloria. prendre la place de Norma. pour combler le vide, quoi. C'est ça. Et par la suite, qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben non, j'ai un trou. Ah oui, il y a le chien aussi. Je sais pas si vous vous souvenez. À un moment donné, justement, quand il reçoit un coup de fil, Max décroche. Et puis il dit oui, qui a appelé? Non, mais c'est rien. Donc là, il Ah, c'est un chien perdu. C'est un chien perdu. Le chien perdu, c'est qui? C'est William Holden, puisqu'à ce moment-là, il est parti. Ok. Il y a le rat. Oh là, la lecture, elle est. Il y a un rat. Parce que William Holden, donc je dis toujours William Holden, mais son Gillis, il va Dans sauter les piscines. dans la piscine. Oui, il y a des rats. Il y a des rats dans la piscine vide. Oui. Dans la piscine vide. C'est lui, le rat. Ah, la Ça, métaphore de Ah ouais, lui ça qui. symbolise quoi? Qui rentre dans la maison. Mais c'est ça. Et puis le rat, ça symbolise c'est aussi c'est la faim, c'est la mort, c'est la décrépitude, c'est La ça. maladie. C'est la maladie, c'est exactement. Il dit, ouais, good job. Hein, good Ouais, job. Ah, mais ouais. il a pensé à tout. Et Et toi, film- t'as tout vu en plus. Et toi, t'as tout remarqué. Alors là, Ouais, alors- t'aurais pu faire un Good film. job. Good job pour toi parce que effectivement, maintenant quand t'en parles, on peut effectivement l'analyser de la même façon, mais en le voyant, Moi, j'y avais pas pensé. en le regardant comme ça dans le premier. Alors tu l'as vu certainement plusieurs fois, hein, mais moi en regardant comme ça, j'ai pas fait ces comparaisons. Non, mais le film est très riche en symbolique. Hein. Alors, je l'ai noté au début quand Joe Gillis, donc il arrive à la maison. Donc tu disais effectivement, Oui. vu que l'extérieur, voilà, ça a pas l'air, elle a l'air immense, mais un peu décrépit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il pense à la maison de Miss Avinson dans De Grandes Espérances.
il pense pas à de grandes espérances. Parce que lui, à travers quel prisme il étudie tout, il voit tout, c'est à travers le prisme du cinéma. Donc quand il dit ça, c'est fait cette remarque, il pense pas au bouquin de Charles Dickens. Il pense au film de David Lean qui est sorti 4 ans avant. Quand il voit le chimpanzé, la première comparaison qu'il fait, il dit « Ah, c'est le petit-fils de King Kong. » King Kong, oui. Ouais. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, pas tous, mais principalement ces dialogues, c'est une déformation professionnelle. Le mec est scénariste, tout est référencé au cinéma, constamment. Ouais. En fait, j'aurais beaucoup de boulot parce que si à chaque fois je dois remater les films que j'ai matés après cette émission, pas fini, hein. en ayant un œil un peu plus analytique, ouais, j'aurais du boulot. Mais ce serait intéressant. Non, mais j'apprendrais des choses. Mais déjà là, j'apprends des choses. Alors merci à vous. Merci la Nuit américaine de nous faire vivre ces expériences cinématographiques, ces analyses de haut niveau. Mais ce genre de film, quand on parle d'exégèse ou d'herméneutique, c'est du cinéma, c'est typiquement ce genre de film qui s'y prête. Bon, c'était le cas pour Citizen Kane ou pour Vertigo. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on avait traité de Vertigo, les interprétations sont multiples et les signes et les symboliques sont immenses. Et tu peux me dire pourquoi? J'ai vu les trois. Pourquoi j'ai beaucoup plus accroché avec celui-ci qu'avec Citizen Kane ou Vertigo par exemple. Ah, je pensais que tu avais aimé Citizen Kane. Non, mais si, bien sûr. Je savais que Vertigo c'était plus compliqué. Mais j'ai aimé les trois, mais là celui-là j'ai vraiment bien aimé. Mais c'est peut-être l'histoire, j'en sais rien, mais en tout cas à mon avis c'est l'histoire parce que de prime abord et ce que je veux dire Mike, c'est pas un reproche pas du tout, mais je pense que de prime abord quand tu regardes ce film, et ça a été mon cas quand moi je l'ai vu quand j'étais ado, la symbolique, la mise en scène, tu ne la vois pas. Tu vois l'histoire. Oui. Et à partir du moment où l'histoire te c'est que déjà, il y a quelque chose qui se fait. Tu vois, enfin, tu rentres en connexion avec le film par le biais de l'histoire et par le biais de l'interprétation. Tout à fait. Et c'est après seulement, en faisant une lecture plus analytique, tu vois, que tu te rends compte, tu dis à quel point le film est riche. Mais je pense que ça te parle aussi. Peut-être, intérieurement, au fond de toi, t'as envie d'être un gigolo. Je pense que c'est ça, toi, il y a une espèce de, tu vois, il y a un lien. Maintenant, c'est plus le cas, mais non, maintenant, c'est plus le cas, voilà. Il y a quelqu'un dans ma vie que j'aime énormément, mais... Elle écoute l'émission? Je sais pas. En tout cas, mais avant, ça m'aurait pas déplu. Effectivement. Oui, ça m'aurait pas déplu. Si je te lance là-dessus, c'est que, juste pour revenir au film, quand on disait pour lui, c'est aussi un confort. Parce que cette vie-là, à un moment donné, il va vouloir, quand même, enfin, je sais pas si tu veux, parce qu'on en avait parlé en off, toi et moi, justement sur cette fin. Ah oui, la fin. Pourquoi il part? Parce que en fait. Alors on va juste, je vais juste recontextualiser. Donc on a Norma Desmond, on a Gillis et on a Betty. Betty qui est la lectrice qui est devenue co-scénariste d'un nouveau projet qu'elle a avec Gillis, etc. Il faut savoir qu'effectivement ils se voient en catimini pour écrire ce scénario ensemble. C'est caché de tout le monde. Betty ne connaît pas l'histoire de Gillis avec Norma, et Norma ne connaît pas l'histoire de Gillis et Betty, quoi. Et c'est une histoire d'amour, je crois. C'est une histoire d'amour, ouais. Et donc du coup, Norma se rend compte qu'il y a une histoire un peu. Enfin, il y a de la jalousie qui arrive. Parce qu'il part tous les soirs. Il part tous les soirs. Elle se demande où il va, etc. Et puis donc, elle se rend compte que c'est pour une autre femme parce que elle tombe sur le scénario qu'il a coécrit, et sur le scénario, effectivement, il y a les deux noms de Betty et de le prénom de Gillis, je sais plus. Joe Gillis. Et donc là, elle décide d'appeler Betty pour Norma décide d'appeler Betty pour lui dire la vérité. Pour lui dire méfie-toi, tu ne connais pas Joe, tu ne sais pas où il vit, tu ne le connais pas, blablabla. Bla, bla, bla. Elle, Betty, d'un côté, elle se dit mais je crois pas cette nana qui essaie de mettre un peu cette histoire en péril. Et en fait, Norma est surpris par Joe et donc lui prend le combiné de téléphone, il a Betty au téléphone et il lui dit oui c'est vrai, viens ici t'en rendre compte. Et donc Betty s'exécute, elle arrive, et donc du coup il a le choix de soit partir, soit de rester avec Norma, soit de partir avec Betty, parce que Betty lui dit ok tu m'as menti, enfin elle lui passe ça littéralement dans le film, mais ok je vois où tu vis, je vois que tu m'as caché des choses, mais je suis ok, on y va, vas-y c'est pas grave, je n'ai plus envie de rien entendre, on y va tous les deux, on part. Surtout qu'il faut rappeler que Betty effectivement est en couple avec Artie qui est un ami de Gillis aussi. Ah ouais.
Et du coup, il laisse partir. En fait, il lui dit non. Il la raccompagne. Il raccompagne Betty, qui est très triste de repartir seule. Donc, c'est la fin de leur histoire. Donc on imagine qu'il lui dit au revoir, Au revoir pour rester avec Norma. pour rester dans ce confort, Dans ce confort. et dans ce mensonge. Il lui explique un peu son côté matérialiste Et- en lui disant et- comment tu crois que j'ai pu avoir Oui, je vais pas vivre avec toi dans un petit appartement, etc., Ouais. etc. Et donc, du coup, elle part et lui remonte dans la chambre de Norma, rejoint Norma. Et donc là, effectivement, tu penses que leur histoire va continuer, qu'il a choisi Norma. Sauf qu'il va dans la chambre, il fait sa valise, donc une valise, et il dit à Norma, c'est fini. Et là, il part. Et moi, la question que je t'ai posée hier, j'ai dit, mais en fait, il est fou amoureux de Betty. Betty vient, lui dit, en fait, c'est pas grave, viens, on part tous les deux, on s'aime, viens, on part tous les deux. Et il lui dit non. Mais en plus, il lui dit non, mais pour quitter Norma aussi. Ouais, C'est quoi? C'est pour retrouver sa liberté, c'est pour retrouver son intégrité, c'est pour... Pourquoi? Parce que moi, je serais parti avec Betty. Hein. Il veut mettre. Ah bah oui, mais je. Non, mais oui. Bah oui, bien sûr. Dans le contexte, je serais parti avec Betty. J'aurais fait ma valise aussi, Ouais. mais je serais parti avec Betty. Mais il veut tirer peut-être un trait sur toute cette parenthèse là et tout ce qui satellite autour de ça. Je pense qu'en fait il veut tirer un trait sur tout ce que ça représente. voilà, c'est ça, sur son mensonge, sur cette usurpation, Retrouver sur une certaine dignité, c'est ça. peut-être. C'est exactement ouais. Et donc du coup, il prend sa valise et partir comme il est arrivé, Ouais. c'est-à-dire avec rien Seul. et retourner chez lui. Parce qu'il C'est voulait son idée. effectivement retourner dans sa province, je sais plus, l'Oklahoma ou je sais plus exactement où il vient. Kentucky. L'Oregon, L'Oregon. je sais pas, Un peu plus loin. à un droite. peu plus loin dans voilà. Vers là-bas. Vers là-bas, Grade House, over there. Et donc du coup, effectivement, il s'apprête à partir Et là, et elle, bim Norma, badaboum, bim badaboum, boum. elle a un pistolet. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui tire dans le dos. Elle lui tire dessus, elle lui tire dans le dos. Et c'est elle là tire- où il voit, où il tombe dans la piscine, et donc la boucle est bouclée. Non, mais ce qui est formidable, c'est que pour un crime passionnel, parce que c'est un crime passionnel, Tout à fait. elle tire 3 balles. Oui. Quand même. Elle est fâchée. Allez, non parce que tu vois, Elle est chafouin. le crime passionnel, Non, c'est pour non, faut pas dire chafouin. Non. Arrêtez de dire Non, chafouin. non, parce que ça veut pas dire ça, en veut pas plus. dire ça. Je le sais, hein. Et quand on lui tire dessus, effectivement, pour ce crime passionnel, tu dis bah elle va lui tirer une balle pour l'empêcher de partir, mais elle lui tire 3 balles et effectivement il tombe dans la piscine. Et là il y a Max qui arrive. Et sur le moment, moi je me souviens la première fois que je l'ai vu, je me suis dit bon, qu'est-ce que va faire Max? Parce que Max étant amoureux d'elle, il va essayer de faire disparaître le corps. Moi effectivement, ça n'aurait pas fonctionné puisqu'on sait déjà comment le film A commencé. termine. Voilà, comme on est en plein dans le flashback. Mais je m'étais fait la réflexion, mais comment ça se fait lui ne va pas faire disparaître le corps ou essayer même de porter la responsabilité du geste? Tu vois Oui. Ah, ça aurait pu. Ça aurait pu, parce que c'était véritablement dans son personnage aurait pu être comme ça. Oui, Se sacrifier pour elle, Ouais. ouais. De se sacrifier, ouais. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et du coup, on se retrouve avec la police, les journalistes. Et là, bon, c'est là où il y a la scène magistrale. Ah ouais, descendre des escaliers. Voilà, alors ça commence, elle est dans sa chambre, il y a les policiers, et elle, complètement perturbée. Et les journalistes en bas. les journalistes. Non, mais elle a vrillé, hein, elle est devenue complètement folle. Ouais. Et là, en fait, dans cette chambre-là, il y a aussi un personnage réel. Il y a Hedda Hopper, D'accord. qui est Hedda Hopper. Hopper, qui interprète son propre rôle, c'est une écotière. C'est une chroniqueuse mondaine. C'est un personnage extrêmement célèbre à cette époque-là à Hollywood. C'est simple, on avait déjà évoqué ce personnage-là quand on avait parlé de Citizen Kane, puisqu'elle était à la botte de William Randolph Hearst, et elle a tout fait pour empêcher la sortie du film. Donc pour vous dire à quel point ce personnage, enfin cette personne, Hedda Hopper, était extrêmement influente. Donc elle, c'est la seule journaliste qui est présente dans la chambre avec les policiers. Les autres sont en bas en Les attendant autres avec sont leur en bas, caméra. Oui. Parce que elle a une influence énorme. Donc elle passe un coup de fil et c'est elle qui est en train d'expliquer aussi bien à sa rédaction qu'à nous spectateurs ce qui est en train de se passer. Effectivement, comme tu disais, elle a complètement vrillé. Elle a l'impression que elle se prépare pour un tournage. Oui. Et puis oui, il y a le truc, il y a Max qui descend, il dit vous êtes prêts les journalistes, vous êtes prêts les caméras, allez, on tourne, action, elle va descendre, toi. Ouais, Il est en plus, jusqu'à là, il est dans le fake. Oui, bah, il est dans le fake et puis surtout que en fait, elle s'imagine que c'est Cécile B2000
qui est en bas en train de l'attendre, et elle dit je suis prête pour mon gros plan. Ouais. Son gros plan sur son visage, et en fait ce sera un plan large, un plan d'ensemble où tu vois la descendre au milieu des photographes, des journalistes, et là elle est dans cette posture, en fait, ces actrices de diva, de quoi. diva, Ouais, splendide. voilà, avec ces poses un peu dramatiques. Et puis Eric von Stroheim, lui, joue le cinéaste en disant aux caméras, voilà, vous tournez, c'est la descente. En fait, c'est d'escalier. Max qui lui offre son dernier rôle au final. C'est ça. Et lui aussi, du coup, ils Oui, vivent non, le bien moment sûr, tous ils les vivent deux. le moment tous les deux. Ouais. Et en fait, ils Très beau reproduisent, film, très, une séquence de Queen Kelly. D'accord. Parce que dans Queen Kelly, il y a aussi ces descentes d'escalier. Le personnage de Gloria Swanson dans Queen Kelly, en fait, ce n'est pas forcément par différence d'âge, c'est la jeune fille qui, elle, va se suicider. Qui va se suicider. Disons qui va mourir, non pas tomber dans une piscine, mais tomber dans un fleuve après avoir dévalé aussi un escalier. Il y a un genre cinématographique pour les films qui sont faits avec plein d'images, fait à base de symboles et de. Tu vois, c'est un style particulier ou non, c'est juste utilisé comme ça? Alors, c'est un style, c'est le style symbolique et un peu maniériste qu'il y a dans le cinéma, mais le cinéma, surtout à cette période, est quand même très riche effectivement en symboles. On parlera plus tard au courant de l'année à venir aussi du cinéma italien, comme le giallo, ce genre de choses, qui aussi, ça dépend des cinéastes qui effectivement ont une culture visuelle, formaliste, picturale, où ils intègrent beaucoup d'éléments, qui soient des films, qui soient de l'art. On en a parlé déjà avec Lars von Trier. C'est aussi le cas. Et oui, excuse-moi. Non, vas-y. Non, mais je pense pas. C'est pas un style à proprement parler, tu vois. C'est il y a des cinéastes comme Billy Wilder, des cinéastes extrêmement cultivés. Je veux pas dire que c'est moins le cas maintenant, mais Il y a beaucoup moins de références. il y a moins de références artistiques. et quand il y a des références maintenant, elles sont tellement criardes, tu vois, que ça n'a pas tellement d'intérêt. Si tu fais c'est moins fin. Voilà, je veux dire, maintenant c'est ma marotte, mais si tu prends un film, tu vois, un Marvel et tu mets la Joconde dans le film. La Joconde, ça n'a pour le spectateur de Marvel, c'est équivalent, c'est je sais pas moi, d'une image que tu peux retrouver sur un mug. Donc c'est plus, enfin c'est à peu près la même chose, mais c'est plus un film référentiel que référencé que symbolique du coup. Sunset Boulevard? Ouais. Bah c'est les deux, parce que c'est extrêmement référencé, mais ça joue beaucoup sur un symbolique. Avant qu'on en parlait avec plein des mélanges, je parlais des animaux, mais de tout, tu vois. Et ce côté méta et effectivement c'est une référence, mais le côté méta est aussi extrêmement symbolique pour nous montrer, pour nous donner à suivre l'évolution des personnages aussi. Et l'hommage qui rend à ces acteurs qui sont passés désuets un petit peu et aussi ce dont tu parlais tout au début, Mathieu, par rapport au fait, que ce soit intéressant ce parti pris de la part du réalisateur de dénoncer aussi la grosse machine hollywoodienne. Et comme il disait, je crois, je sais plus si c'était lui ou quelqu'un d'autre qui disait qu'en fait que ça crée des monstres avec des égos surdimensionnés. Et je crois que la Paramount d'ailleurs n'a pas été d'accord pour être cité, puisque les studios lui faisaient une entière confiance. Non, c'est ça. Ouais, après on peut comprendre la crainte des studios à l'époque, parce que le film est quand même extrêmement corrosif et c'est l'usine à rêve. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on parle usine, avant on parlait du côté industriel, ce sont les petites mains qui font le cinéma, mais le rêve, ce sont ces gloires du cinéma, et le cinéma muet à l'époque. Il y a encore bien sûr des immenses vedettes dans les années 40, 50, 60, mais ce qu'on parle de stars aujourd'hui, ça n'est plus comparable. Il faut se dire que ces gens-là, on va prendre l'exemple des plus grandes stars du muet, effectivement, que je citais avant, c'est Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, quand il se déplaçait à l'étranger, c'est comme si c'était un président qui se déplaçait. Il était accueilli avec tous les hommages, tous les honneurs, tu vois, qu'il mérite. Ces gens-là, ils étaient des représentants d'eux-mêmes, mais aussi d'un monde et d'une époque. Du rêve, clairement. Et les gens, maintenant aujourd'hui, je vais la faire très courte, mais avec cette comparaison-là. Aujourd'hui, en France, on est un des pays hors Covid, où les gens vont le plus au cinéma. 200 millions de tickets qui sont vendus. C'est énorme. Faut se dire, dans les années 80, on en vendait 100 millions en France. Tu vois, c'était rien. Il y a les périodes fastes en France, c'était du 400, 500, 600 millions de tickets.
En Italie, dans les années 50-60, c'était 800 millions de tickets. Enfin, on n'a pas idée à quel point ça a été énorme. Avec les premières grandes salles de cinéma qui ont débarqué, les salles de cinéma, c'était le Gaumont Palace à Paris, donc qui a été ouvert, si je dis pas de bêtises, on est à peu près en 1910, donc vraiment à grande période du muet. Ce sont des salles de 3500 places. À New York, ils vont ouvrir une salle de 7000 places. Ces salles-là faisaient salle comble. Non mais c'est vraiment, dingue, hein. c'est exceptionnel. Vraiment, vraiment. Et donc du coup, le cinéma est devenu une industrie énorme. Donc t'avais ces films muets, après t'avais toutes ces séries B, parce qu'il fallait absolument qu'il y ait du rendement, qu'il y ait des films qu'on produise à la chaîne. Les cinéastes, quand aujourd'hui, t'as des grands cinéastes qui tournent un film tous les 2, 3, 4 ans, ils nous disent oui, prépare un film, ça prend du temps, il faut 2 ans de préparation, post-production, pré-production, machin, tout ce que tu veux. Les mecs, Charlie Chaplin, alors tu vas me dire, ils étaient plus courts, mais tous ces gens-là, ils sortaient 5-6 films dans l'année. Ouais, d'accord. C'est énorme. Pas le même rendement, les gars. Non. On se bouge un petit peu, on sort les doigts du huc et hop, on y va. Après, il faut aussi se dire que tous les décors étaient récupérés, tu vois. Quand tu faisais un film, tu retournais sur les décors du film précédent. Les comédiens, on avait déjà parlé précédemment, mais les comédiens étaient des salariés des studios. Quand on dit que Laura Swanson, elle bossait pour la Paramount, elle avait un contrat avec la Paramount. Elle-même, après, s'est barrée, elle est chez United Artists, elle a créé aussi sa propre maison de production. C'était des salariés des studios. Et quand elle arrive avec sa voiture avec Gillis dans les studios, justement, et elle dit au portier, mais attends, c'est moi, quoi. Le Tu plus serais âgé, même pas là, en le fait. plus âgé la reconnaît. Et Ouais. le plus jeune ne la reconnaît pas du tout. Et la scène du plateau où Ah oui, on l'a pas il dit y a ça. ce tournage, Ah c'est oui, fabuleux. avec le comment dire, le Avec 2000. projecteur qui se Avec tourne le- vers ouais. elle et qui la met en lumière, et là tout le monde se rend compte que Et c'est même Norma le- Desmond qui est la dans les manière, studios, et tout le monde va ouais. venir la voir, ce qui va la réconforter. Même la manière dont c'est filmé, Mais c'est splendide. super bien. Et tu vois Ouais. les différents corps de métier, enfin c'est Tous, t'es oui. plongé dans le tournage, quoi. C'est vrai qu'on a oublié de raconter ça, mais du coup, ils se rendent au studio pour voir Cécile B2000 en pensant effectivement c'est pour le voir, pour tourner le scénario qu'elle a écrit, mais en fin de compte Cécile de B2000, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Ah ouais. Donc comme c'est une ancienne gloire et qu'ils étaient proches, donc il lui il montre fait semblant. voilà, il lui montre les studios et puis il lui explique, mais tu sais, on ne tourne plus des films comme on faisait avant. Il est un peu gêné, ouais. Et c'est ça. Et puis il essaye d'un petit peu de la calmer, de la ralentir un petit peu, et surtout qu'ils se rendent compte qu'au final le coup de fil qu'ils ont eu d'un assistant. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Vas-y, dis le mec. Non, vas-y. Ouais, le coup de fil qu'ils ont eu d'un assistant, c'était en fait, ils voulaient juste louer pendant 2 semaines pour un tournage la voiture de Norma qui est C'est une voiture luxueuse, une voiture luxueuse, italienne, je crois. Imagine la ouais. déception, Et quoi. la tristesse de ce moment-là. Ouais, bah surtout que elle, bon, ils vont lui cacher, elle ne le saura pas. Il y a Ouais. juste Max et Joe qui seront s'en rendent au compte, courant, et du coup ils vont partir. Mais effectivement, Ouais. elle, comme tu disais, elle est confortée dans son statut de star. Par cette scène-là, ouais. Par cette scène Ouais, qui ouais. est magnifique. Elle est magnifique. génial, Moi, j'ai ça. adoré. C'est une Ouais. super belle scène. Et c'est vrai qu'on a tellement d'empathie pour elle, pour cette. En même temps, on se dit, allez, putain, c'est une gloire du cinéma hollywoodien, elle est plein aux as, voilà, bon, c'est bon, on va pas la plaindre non plus. Mais on a tellement d'empathie pour une dame qui est mise de côté, tu vois, qui est avoir été et ne plus être. Mm. C'est alors Du fait qu'elle est vieillie aussi et qu'on veut plus d'elle. C'est ça aussi. Hein. ouais, bah en fait, il y a pour les actrices, c'est terrible et c'est encore le cas maintenant, peut-être un peu moins, mais malgré tout Ouais, de même, quand même, ouais. il y a ces actrices qui passaient 40 ans ne sont plus embauchées. Et qui plus est, elle, il y avait cette double peine avec l'avènement donc du cinéma parlant à partir de 1927 et le chanteur de jazz, où il y a plein de comédiens, mais que ce soit hommes ou femmes d'ailleurs, hein, qu'on n'a plus revus. Parce que Charlie Chaplin, lui, a réussi à s'adapter. Il a encore fait des films muets, même au début quand il y avait le parlant, mais sinon il y a plein de comédiens qu'on n'a plus. Il y a un film qui est génial, qu'il faut absolument voir, et je pense qu'on le traitera, l'année prochaine, qui est... C'est en négociation. C'est en négociation? Non, même pas, parce que ceux-là sont imposés. On va le traiter. Ceux-là sont Chantons imposés. sous la pluie. Ah Ah, ouais, et- trop cool. Ouais. Et Chantons sous la pluie, il y a des séquences magnifiques avec justement ces comédiens qui étaient du muet, on va basculer dans le parlant. C'est fantastique. Et ça a été très compliqué pour tous ces acteurs-là. et à vos yeux, ce film, c'est un film, bon là, on en a un peu parlé durant l'émission, mais un film hommage ou satirique, ou certainement les deux d'ailleurs, du monde hollywoodien. Non, moi, la satire, en fait, je pense, ça m'a fait penser, alors, je vais essayer de développer ça de manière très simple. Dans les années 70, quand il y a le nouvel Hollywood qui débarque, on a tous cru, on a longtemps pensé qu'il venait
pour virer le cinéma de papa. C'est un petit peu avec la nouvelle vague en France, on disait voilà les jeunes Turcs du nouveau cinéma, en fait de la nouvelle vague, eux cassent les idoles, déboulonnent les idoles. Mais en fait, c'était pas le cas. Quand eux, ce qu'ils voulaient, ils étaient très friands, ils étaient des grands admirateurs des cinéastes de l'âge d'or, mais ce qu'ils ont toujours rejeté, c'est le système des studios. Et le film Le pouvoir du crépuscule, c'est un hommage à une forme de cinéma, mais par contre, c'est effectivement extrêmement corrosif sur le système des studios. Et c'est souvent ça qui a été remis en cause, en fait. C'est le système des studios et pas le cinéma. Le cinéma, bon voilà, c'est comme ça. Mais le système d'utiliser des gens et de les jeter après, ouais. Vous avez encore des choses à Mathieu, Éléonore, à nous dire sur ce film, majestueux film, Boulevard du Crépuscule, Sunset Boulevard? Moi, je le conseille en fait de le voir en double programme, si vous avez la possibilité. J'en avais parlé, c'était un de mes coups de cœur. J'avais parlé c'était en l'occurrence d'un roman, Billy Wilder et moi, qui traitait en fait du film Fedora. Fedora, c'est l'avant-dernier film de Billy Wilder. On peut véritablement le voir en double programme parce que c'est un petit peu la même histoire sur une actrice qui elle vit reclus en fait chez elle, qui fut une ancienne gloire aussi du cinéma, et c'est hyper intéressant. Je le conseille à tout le monde. Donc il faut regarder aussi Fedora, ou d'ailleurs voilà, j'ai oublié, il y a William Holden qui joue dedans. Ah bah oui. Et voilà. Et certains l'aiment chaud, s'il vous plaît. Beau gosse, franchement beau gosse. Ouais, et William Holden. William Holden, quand il débarque en fait en 1950, effectivement, c'est le jeune premier, le beau gosse. Mais c'est pas encore la star. Il y aura Le Pont des Rivières Kwai quelques années après de David Lean. Et il y a un film essentiel pour tous les amateurs du western et pour tous les amateurs du nouvel Hollywood. C'est... Hein ? Et là, j'ai un doute. Oh là, j'ai un de ces trous. J'ai un de ces trous. Comblons, un morceau de musique sur la chaîne www. La Horde 91.3. Seb, tu couperas. Non, on laisse. non, on laisse. Attends, bien évidemment qu'on laisse. Non, La Horde sauvage de Sam Peckinpah. Ah. Vous avez tous vu La Horde sauvage, donc sorti en 1969 de Sam Peckinpah et William Holden. Là, dans ce film-là, donc là maintenant c'est un William Holden déjà vieillissant et qui joue un cow-boy à la dure. C'était pas Montgomery qui aurait dû prendre le rôle? C'est Montgomery Clift qui aurait dû prendre le rôle, et et finalement ça lui va bien à Holden. Bah ouais, je pense j'aime beaucoup Montgomery Clift, mais non, ça convient mieux à William Holden. En fait, maintenant c'est typiquement le genre de rôle, c'est comme Gloria Swanson, tu ne verrais plus quelqu'un d'autre, même une Greta Garbo. Maintenant, tu vois, pour moi c'est elle, tu vois, c'est pas possible de prendre quelqu'un d'autre. Et regardez certains l'aiment chaud. Je réitère parce que on n'a pas relevé tout à l'heure. Ça dépend des goûts, mais oui, c'est vrai. Alors certains l'aiment chaud, c'est formidable. C'est drôle, ça fait du bien. C'est un mélange de film gangster et de comédie. Et moi, c'est un de mes films préférés. C'est vrai? Allez-y. Ok. Surtout à la fin avec cette fameuse réplique qui dit Nobody's perfect. C'est génial. Coup de théâtre. Coup de théâtre. Bon, les loulous, on va passer à la rubrique des actualités. Alors, vous voulez commencer par quel film? Vous avez le choix. On a le choix. On a le film. C'est que Scott. Non, Mike, impose-nous. Je vous impose de parler du film de Scott Cooper, Affamé. Alors, je vous laisse commencer parce que je sais déjà en fait ce que vous en pensez, donc je vous laisse commencer. Alors déjà Mike, alors prends le temps de pitcher le film. Non, pas le pitch là, ça va être compliqué. Hein. Éléonore, tu veux pitcher? Alors on est allé voir ensemble Éléonore au cinéma, Affamé, et en sortant, on s'est dit. Non, je vais pas le pitcher, mais je vais. Voilà, on s'est dit mais pourquoi on s'inflige ça? Pourquoi on se fait autant de mal? Ouais, pourquoi on se fait autant de mal? Mais ce film là, alors brièvement, alors je sais pas comment l'expliquer. Oh là là. C'est l'histoire d'une bête, un cerf. C'est des légendes, ça vient des légendes amérindiennes, ça se passe au fond des États-Unis. Voilà, c'est ça. Et donc il y a un cerf qui prend possession des âmes, d'un corps. Une créature qui ressemble un peu à un cerf, oui. Ouais, voilà. Je te laisse reprendre parce que moi, franchement, ce film, affamé. Mais bon, vas-y. Bon, donc c'est un cerf un peu en version démoniaque qui va prendre possession d'un être humain à un moment donné. D'un père de famille. Voilà. Qui a deux enfants. Et qui tombe malade instantanément quasiment quoi. Et donc il a 2 enfants, 2 garçons.
un petit garçon qui va être possédé lui aussi. Alors faut arrêter avec les enfants parce Ouais. que moi ça m'angoisse à chaque Mais fois. du coup, il aime ses enfants, il veut les protéger. Donc en fait, il Voilà. s'isole. Il leur demande il leur de- de s'enfermer. Voilà, il dans s'isole une au grenier pièce. et Triple tour. il dit à ses enfants sous aucun prétexte, venez, m'ouvrir. vous devez m'ouvrir. Ça. Et donc les enfants vivent seuls, les deux, etc. Le petit fait sa vie, va à l'école et il a un comportement un peu, on peut dire ça. Comment parler Dépressif. sans trop spoiler? Ouais. Ah oui, parce qu'on va pas spoiler, Ouais. c'est vrai. Bah voilà. On va pas spoiler. c'est ça. pas Oh le but. merde, Mais, merde, moi, désolé. enfin, voilà, le côté positif, j'ai trouvé que l'esthétisme du film c'était bien, c'était ok, c'était très beau. Oui, Enfin, très beau, c'est vrai. bien Non, c'est vrai. filmé. La créature. Les scènes elle de est bien nuit sont faite. très jolies. On l'a quand même sursorti 2-3 fois parce qu'on a été Surprise, surpris par, Skiercha. voilà, Skiercha, parce qu'on est des âmes sensibles. c'est vrai. Et par contre, enfin, après l'histoire de l'instit qui a, voilà, je veux pas trop spoiler non plus, mais qui prend pitié le gamin avec ses t-shirts troués, qui veut l'adopter, tout ça. Enfin, moi, Oui, mais parce j'ai pas qu'elle été fait super un- elle sensible, fait un- Je trouve ça un peu trop facile. Comment t'appelles ça? Voilà. Elle fait un transfert. Oui, voilà, mais c'est très classique. Enfin, j'ai pas été sensible à ça. D'accord. Et je trouve que ça manque un peu d'originalité. Et puis, bon, par contre, au niveau de la violence, On y va. ouais, côté morbide, tout ça, c'est un thème. En même temps, tu vas voir ce film, tu sais que. Ouais. c'est Bon là un les thème. auditeurs on vous a pas aidé en vous expliquant tout ça mais Mathieu va nous Oui. donner son avis parce que nous effectivement on est sorti de ce film on s'est dit Donc c'est moi qui ai imposé ce film-là, qui est Des sorti scènes donc. dégueulasses. Donc c'est un film de Scott Cooper. Scott Cooper, on le connaît, il a fait Crazy Heart, Les Brasiers de la colère, il a fait dernièrement Hostile, donc qui était un Mhm. western avec Christian Bale et Jesse Plemons. Jesse Plemons qui joue dans ce également film-là. dans Les Affamés. Affamés, déjà, il y a un casting pour moi qui est top parce que Jesse Plemons est toujours très bon. Oui. Nous avons Kerry Russell qui est mon crush depuis l'adolescence. D'ailleurs, je lui passe le bonjour. Je sais qu'elle m'écoute. Il y a un gamin. On a parlé récemment en fait de Cry Macho de Clint Eastwood, Ah oui. où j'ai dit tout le mal que je pensais du L'interprétation du l'interprétation du gamin gamin. qui jouait Raphaël, peu importe, qui était mauvais, c'était une catastrophe. Là, on a un gamin, le personnage de Lucas, qui est interprété par Jeremy T. Thomas. C'est une révélation, ce gosse, parce que ce gosse-là doit avoir 11 ans, il porte tout le film sur ses petites et frêles épaules, c'est clair. il est assez exceptionnel. Moi, je suis toujours impressionné par ce Oui, genre c'est de vrai. film. Par ce genre de film qui effectivement, vous l'avez décrit, qui est très noir, très sombre, qui est vraiment chargé en topos, en poncif de tout ce que, de la manière de caractériser ces personnages, c'est par les traumas familiales, l'inceste, l'alcoolisme, le deuil. Enfin, Voilà. c'est y passe. c'est chargé au possible. Et ce gamin, lui, avec son regard, avec son jeu, il est exceptionnel. Il porte tout ça. Et j'imagine qu'il devait être encadré par ses parents, par des psys ou quoi. On a vu déjà C'est encore le cas aujourd'hui. c'est ça, c'est possible. On a vu, il y a 1000 films comme ça, surtout les films d'horreur. On pense à Exorciste, on pense à Damien la Malédiction, plein de films où ces gamins sont forcément encadrés parce que c'est des films très durs. Mais là, le film, effectivement, vous parliez du côté gore. Il y a un côté fantastique gore à un moment donné. Tu vas nous parler d'une scène de Non, avant de vous parler de ça, en fait, je parlais en fait de tout l'aspect effectivement très glauque, très sombre. D'abord, c'est un drame. Hein. On est vraiment dans le drama. Hein. Mais ce gamin-là, effectivement, qui va tout seul à l'école, qui se débrouille tout seul. Il a son papa qui est cloîtré À l'étage. à l'étage, au grenier, avec son petit frère, puisque finalement, il va prendre son petit frère aussi. Ils sont tous les deux à l'étage. Lui, il va tout seul en classe. On s'imagine qu'il se lave pas. Il a les habits. Enfin, c'est dégueulasse. Ils sont troués, tout ce que tu veux. Évidemment, pour en rajouter encore un petit peu, il y a des camarades de classe qui sont terrible avec lui, donc il se fait malmener à l'école et il va être pris en pitié par la prof, par l'instit, comme tu disais, Kerry Russell, qui fait un transfert. Parce qu'elle a vécu des traumatismes d'enfance. Voilà. Kerry Russell, son personnage est très mal écrit. Parce qu'effectivement, comme on disait, c'est tous les poncifs. Hein. Donc, elle est alcoolique, elle revient dans la maison familiale retrouver son frangin qui est interprété par Jesse Plemons, qui est le shérif De la ville. patelin. Et elle retourne là-bas. On comprendra effectivement qu'elle a été victime d'inceste de par leur papa. Et le papa donc qui est décédé. Donc c'est pour ça qu'elle revient à la maison. C'est effectivement très chargé, très lourd en pathos. Mais à mon sens, ce personnage-là, il est sauvé par l'interprétation de Kerry Russell qui est très juste. Et elle en fait pas des caisses. Elle est vraiment, vraiment top. Jesse Plemons, on l'a déjà dit, il est toujours bon.
Ce mec-là, Oui, c'est vrai. il pourrait jouer une tomate desséchée, il serait très bien. Il est toujours parfait. Qu'est-ce que je veux dire ? On parlait donc de ce personnage, donc c'est le personnage du Wendigo, cette bestiole en fait, ce cerf. Donc c'est de la mythologie en fait amérindienne. Elle est incroyable cette bestiole. Je veux dire, L'esthétisme. ouais, parce qu'il y a un mélange d'effets pratiques et de CGI. Ça a été conçu par Legacy Effect. Je trouve que la bête est très très réussie. Oui, ça je suis d'accord. Elle est vraiment très belle. Au final, on l'aime, ce film. Non Visuellement, vous le disiez, la photo est incroyable. Parce que moi qui ai tendance à dire ouais, j'aime pas quand c'est toujours terne, machin. Là, ça se prête en fait au film, au sujet, à l'atmosphère, et surtout, très souvent, on se rend compte, surtout quand il y a des bestioles, qu'il y a des scènes en fait, on va dire d'action ou d'horreur, c'est sous-éclairé, on voit pas bien ce qui se passe. Là, c'est filmé de jour, oui. Là, et même parce que la bête, elle est pas réussie dans les autres films. C'est pour ça qu'on joue sur l'éclairage. Oui, souvent c'est un cache-misère. Et effectivement, tu sous-éclaires aussi parce que tu sais pas comment filmer la chose, parce que comme tu dis, la bestiole, elle est mal branlée. Enfin, voilà. Là, la photo, elle est nickel. Ouais. Tu vois tout, se déroule sous tes yeux de manière admirable. C'est vraiment très très bien foutu. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Je voulais dire de plus que vous avez raison. Donc quand je disais que le film, en fait, il traîne tous les poncifs et qu'il est mal écrit, l'intrigue est mal écrite, les personnages sont pas forcément bien écrits. Et pourtant, parce que ce que vous dites là, je l'ai lu ailleurs et tout le monde a raison. C'est vrai que le film n'est pas réussi. Moi, j'ai passé un très bon moment. Mais vraiment, je suis sorti de là. Il faut être un peu dans un mood un petit peu, qui tutoie la déprime. Moi, ça m'a très conforté. D'un coup, j'ai trouvé ça. Non, mais visuellement, j'ai trouvé très beau. J'ai trouvé les prestations vraiment, vraiment chouettes. Il y a un personnage qui sert à rien. C'est vrai qu'il y a un personnage c'est Graham Greene. Alors, Graham Greene, non pas l'écrivain, mais le comédien amérindien qui interprète le rôle de Warren Stokes, qu'on avait vu dans Danse avec les loups. Oui, c'est ça. Ah oui. Quand lui il vient, il joue toujours les rôles d'Indien. C'est une figure, en fait, forcément, tu vois, de l'Indien, du sage. Et donc, lui, il vient et puis il va nous raconter, en fait, les légendes, cette mythologie. Bon, ça fonctionne pas. Il y a plein de scènes comme ça qui ne marchent pas. Pas utile. Il y a la scène aussi où on comprend effectivement qu'elle a été victime d'inceste par une espèce de flashback où elle est au piano et le père arrive par derrière. Le frère, oui, c'est ça. Alors il joue sur cette ambiguïté, sur machin. C'est bon là. N'est pas les idées mal tournées. Effectivement, il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce film. Alors pour toi, ce film a été sauvé par le casting et l'interprétation des acteurs. Surtout du petit là. Ouais, par le casting, par la photo que j'ai trouvé magnifique et par la créature qui est vraiment vraiment dingue. Okay. Moi, sans déconner, il y a des plans, vous savez, dans le cinéma d'horreur, dans le cinéma d'épouvante. Les films qui vous marquent sont les bons films, mais même dans les mauvais films, il y a toujours une séquence, un plan, vous vous souvenez. Moi, le plan où la bestiole, elle se retourne, elle a le visage d'une des victimes sur sa tronche, la manière dont elle s'anime, et quand je vois ça, je m'en souviendrai. Ouais. Ça, c'est une scène, je me dis, ça fait longtemps que j'avais pas vu une créature comme ça. Moi, je me souviens du labyrinthe de Pan, je sais pas si vous l'aviez vu. Bah oui, mais c'est la même équipe. Avec le monstre qui met ses mains sur ses yeux, puis t'as des yeux dans les mains. C'est ça, non ? Oui. Ça m'avait marqué aussi, ouais. Mais Léonard, t'as tout à fait raison. Et pourquoi Mais c'était beau en même temps. Et bien sûr. Et c'est fascinant. Et qui fait ce film ? C'est Guillermo del Toro. Ouais. Et Guillermo del Toro, c'est lui qui produit Affamé. Et c'est avec son équipe en fait qu'ils ont produit et qu'ils ont créé tous ces effets. Et le visuel de cette bête là, c'est Guillermo del Toro. Il garde le côté très fantastique, quoi. Ouais, clairement. Et Guillermo del Toro, en fait, lui, donc vous savez, l'immense cinéaste mexicain qu'on connaît et qui produit aussi des films. Et c'est lui qui allait chercher Scott Cooper, pour faire ce film, parce que il va voir Scott Cooper lui dit mais moi je fais pas de film d'horreur. Il fait mais si. Tous les films que tu as fait, il y a toujours un fond horrifique dans tes films, et je suis sûr, tu vois, que tu réussiras à transmettre un rendu qui sera vraiment hyper intéressant. Donc c'est lui qui a réussi à le convaincre. Dans ce film-là, Scott Cooper, il malgré tout, il transpose encore tout son imaginaire et surtout en fait ses lubies. Dans ce film-là, on voit aussi on est dans un patelin qui est complètement délaissé. Donc on l'a pas expliqué, mais il y a une mine à l'origine, tu vois. Donc ce sont des mineurs et cette mine a fermé. Donc on se retrouve au milieu de ces déclassés socialement, ces gens qui n'ont plus de boulot. On est un peu dans cette misère-là. Au fin fond de l'Amérique, quoi. En même temps, le Wendigo, quand il apparaît, faut se comprendre aussi que c'est dans la mythologie en fait indienne, il s'en prend à l'homme blanc parce que l'homme blanc, il a dénaturé
leur monde. La nature, c'est ça, la nature est hostile face à l'homme blanc, et en même temps l'homme blanc, qui ne peut plus travailler parce que sa mine, qui est nature, tu vois le paysage, et elle est condamnée. Donc ils vont, a priori d'après les infos qu'on entend dans le film, elle va rouvrir. Donc il y a tout ça, il y a tous ces aimants là, tu vois, qui sont, moi je trouve ça assez intéressant. C'est une des marottes aussi de Scott Cooper qui traite souvent justement des déclassés aux États-Unis. D'accord. Non, c'est pas un bon film. Le film n'est pas réussi, mais je trouve qu'il y a plein d'éléments hyper intéressants. Oui, il y a des bonnes choses aussi. Il y a des bonnes choses. Bon, je sais pas combien de temps il restera à l'affiche. Moi, je l'ai encore vu en passant devant un cinéma, voilà. Mais il faudra attendre certainement la sortie en VOD. Oui, au moment où vous allez écouter l'émission, à mon avis, c'est mort. Vous le verrez plus en salle. Parce qu'effectivement, je sais pas pour vous, moi, quand je suis allé le voir, on était 3-4 dans la salle. Bon, nous, on était une petite dizaine, je pense, mais on était en après-midi, non? Qu'on était. Non, à 17, la soirée, 17h. Ouais. Lui, il était le matin à 10h, donc. Du coup, c'est normal. C'est normal qu'il y ait un peu moins de monde. Oui, au petit-déj, les gens raffolent pas de films d'horreur. C'est ça. Je comprends pas. Des gobietons, jus d'orange. Bon, on va passer au dernier, Ridley Scott. The House of Gucci. House of Gucci. Alors, qu'on est allé voir avec Mathieu, parce que je me partage, j'ai pas envie de privilégier un ni l'autre, toi. Une fois avec Éléonore, une fois avec Mathieu, une fois avec Éléonore. Il n'y a pas de jaloux. Et t'as de la chance parce qu'avec Éléonore, tu as vu un film que tu n'as pas apprécié, et là t'as vu un film avec moi que tu n'as pas apprécié. Non plus. J'ai de la chance dans les choix qui me sont proposés. Donc, House of Gucci, film de Ridley Scott qu'on est allé voir hier matin. C'était ça. Oui, c'est pour ça dans notre esprit c'est encore tout frais. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que tu fais bien de le préciser, cette temporalité, c'est hyper importante. Ouais, c'est très frais, mais ça va vite partir. Ah oui. Là pour le coup, avant je disais qu'il y a des séquences, même si le film Affamé n'est pas réussi, dont je me souviendrai. House of Gucci, je sais que on fait bien de l'avoir vu hier. Je l'aurais vu la semaine dernière, je l'aurais oublié. Déjà oublié. Donc Peach, alors on suit, on va y aller, hein. On suit la vie de la famille Gucci à travers. Oui, là on peut spoiler. Hein. Ouais. En fait, ça commence Maurizio Gucci, qui est en fait l'héritier de la famille Gucci, assassiné. De la fortune là, est assassiné. En fait, là, ce qu'on vous dit là, vous le savez tous, si vous avez suivi, parce que c'est l'histoire vraie. Voilà. Le fait divers. Donc c'est sa femme qui a commandité en fait son assassinat. Et en fait, on va reprendre par un biais de flashback. C'est comme Boulevard du Crépuscule. On commence par un meurtre, et puis on fait un flashback. Voilà. C'est Columbo, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Sauf que le truc qui est triste, ça aurait pu être Columbo, ça aurait pu être l'enquête, on aurait pu voir, je sais pas, même les séances au tribunal. Mais là, non, on voit en fait vas-y, continue. Là, on voit en fait la rencontre entre Patricia, c'est ça, elle s'appelle Patricia, qui est interprétée par Lady Gaga. Et qui rencontre donc Maurizio Gucci, interprété par Adam Driver. Ah ouais, c'est ça. Et puis comment ils vont se rencontrer, qu'ils vont finir ensemble, qu'ils vont se déchirer, puis après elle va commanditer ce meurtre. Par vengeance. Ça dure 2h30 qui ne raconte absolument 2h37. Qui ne raconte trop rien. long. Et pourtant, le teaser, teaser ou le casting m'avait un peu titillé, tu vois. Il y avait Lady Gaga. Super enthousiaste. Jared Leto, il y a aussi, c'est ça. Ah, on en reviendra. Adam Driver. Moi j'ai trouvé que Lady Gaga jouait pas trop mal encore, mais par contre Adam Driver j'ai trouvé d'une j'ai vomi sur la table. Ça se dit fadesse. Enfin j'ai trouvé hyper fade et j'étais bien déçu. Par contre j'étais content de voir Al Pacino. Le début du film était quand même ensoleillé, tout ça, il y a eu une bonne ambiance. Premier tiers ça commence film, pas mal. Ouais. Deuxième tiers du film, je me suis ennuyé à mourir. Et puis troisième tiers, c'est long. Fini, quoi. Dans les dialogues, il y a des pauses, il y a des. Et puis je sais pas d'où vient cet engouement pour la mode aussi. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, il y a plein de films qui tournent autour de la mode. Il y a Haute Couture aussi, je crois, film français. Il y a Gucci et puis il y avait Yves Saint Laurent, mais c'était il y a plus longtemps. Et il y a une apparition de Camille Cotin à la fin qui joue la nouvelle compagne ou la maîtresse. Franchement, ça aurait pu être ma voisine ou ma cousine, c'était pareil. Elle joue pas super top non plus.
Pourtant, je l'aime bien Kamiko Tan. Je l'ai bien aimé dans 10%. Mais là, ouais. Bon, elle a pas de rôle en même temps. Ce qu'il y a, c'est que les rôles sont pas écrits. Moi, effectivement, j'étais hyper hypé parce que on avait vu, je me souviens, avec Elona, on avait comme vu, ça, hypé. on avait vu la bande-annonce. Mais grave, ça avait l'air trop bien. Et oui, parce que la bande-annonce, sans déconner, moi j'avais l'impression de voir une tragédie shakespearienne, tu vois. Lady Gaga, c'était Lady Macbeth, tu vois. Il y avait quelque chose de complètement opératique, un peu épique. Tu t'es dit, waouh, ça va être cool. Avec de la bonne musique et tout. C'est ça. Oui. Sauf que, alors, l'écriture, mais j'ai jamais vu ça. Parce que 2h30, quand je disais pour ne rien raconter, donc il n'y a pas d'enjeu. Les quelques enjeux qui peuvent être intéressants sont à peine effleurés. Moi, je me souviens à un moment donné dans le film, je t'en parlais, Mike, il parle effectivement de Gucci qui se retrouve, tu sais, comment on appelle ça, la contrefaçon. Donc il y a de la contrefaçon autour des produits Gucci. Tu te dis putain, c'est hyper intéressant ça. C'est la femme de Gucci qui voit des produits sur un marché voilà, c'est ça. contrefait. Ça, c'est un sujet important, c'est un sujet intéressant. C'est à peine effleuré. Et quand je dis effleuré, c'est le personnage d'Al Pacino qui dit oui, de toute façon, c'est comme ça, voilà, c'est la rançon du succès, hop, on passe à autre chose. Il y a le personnage de Jared Leto. Jared Leto, il est un peu à l'avenant de tous les autres comédiens, c'est une catastrophe. Mais il surjoue, ce n'est même plus des personnages, c'est une catastrophe. Et son personnage à lui, mais il est pris pour un idiot, ce qu'il est probablement, qui n'a aucun talent, qu'il n'a probablement aucun talent. Mais comment on le sait, nous, spectateurs, on le voit pas. Parce que ces créations, à un moment donné, elles sont posées là chez son oncle, qui lui dit oui, mais tu es un minable, cache-nous ça. Enfin, c'est la honte. Ce que je veux dire par là, c'est que les caractérisations des personnages, de comment ils sont et de ce qu'ils peuvent entreprendre, n'est jamais développé. Jamais. Et donc, on se dit, pendant 2h30, on parle de quoi? On parle de rien. La rencontre entre Patricia et Maurizio, ça n'en finit plus. On sait très bien comment ça va se passer, qu'ils vont se mettre ensemble, mais c'est, ce jeu de séduction qui pourrait marcher dans une belle comédie romantique si t'avais un peu de mise en scène, ça ne marche pas. L'interprétation Adam Driver, effectivement, moi, qui adore Adam Driver, même dans... déçu. Non mais, il a réussi, mais c'est exactement le mot, à le rendre fadasse. Oui. Il est fade. Alors je sais pas si c'était par rapport au personnage. Probablement. Mais lui est fade, mais en plus il est d'autant plus fade que autour de lui, je sauverais effectivement encore Al Pacino, mais autour de lui c'est la foire au cabotinage. Donc comme ils sont tous en train de surjouer, de cabotiner, effectivement lui en plus paraît hyper fade. Lady Gaga, entre son accent à elle, l'accent de Jeremy Irons qui est ridicule, et puis voilà, le Ils essayent tous d'avoir un accent italien là. C'est Jared Leto. Jared Leto, mais c'est une catastrophe. Moi, la seule chose qu'on peut sauver, c'est les maquillages, les prothèses, qui sont vraiment impressionnantes. Non, mais je veux dire le maquillage et les prothèses de Jared Leto. Oui, d'accord. Parce que si tu sais pas que c'est Jared Leto, impossible, tu vois, à l'identifier. Mais là, le gars, il en fait des tonnes et ça ne fonctionne jamais. La mise en scène, c'est simple, il n'y en a pas. Des fois, je me dis, mais c'est vrai que Ridley Scott, c'est le mec quand même qui a fait les duellistes. Je me dis, au niveau de la mise en scène, avec pas grand chose, ça se pose là. Là, dans ce film-là, il n'y a rien. Il n'y a pas de mouvement de caméra, il n'y a rien, il n'y a pas d'idée visuelle. Il y a une accumulation de filtres dégueulasses. Parce qu'ils enchaînent différents filtres, voilà. Mais y a pas de mouvement. Là, c'est pour faire gris, là, c'est pour faire clair, là, c'est pour faire soleil, machin. Mais ça ne fonctionne pas, tout est dégueu. Donc, la photo, elle est moche, il n'y a pas de mise en scène, l'interprétation, c'est la foire au cabotinage, il n'y a pas de scénario. Et c'est très très long. Et ça dure 2h30. Mais déception, c'est vrai, quand tu vois le casting et tu vois le teasing, tu te dis waouh. Tu vois. Et en fait, Al Pacino, tout ça. Ouais, mais tu sais quoi, Ridley Scott, en fait, maintenant... Oui, c'est ce que tu disais la dernière fois. Déjà avec le dernier duel, donc ça durait 2h30. Moi, il y avait la dernière demi-heure, ou encore la dernière demi-heure, je me dis, ouais, putain, là, il y a des idées. Là, c'est vraiment prenant, c'est vraiment bien foutu. Et je sauvais quand même les comédiens, mis à part Ben Affleck, où j'avais quelques réserves. Mais ça allait. Mais au final, je me rends compte que à chaque film de Ridley Scott, moi, Ridley Scott, c'est Les Duellistes, Alien le 8e passager et Blade Runner. Et après ça, alors on va me dire, ouais, mais quand même Gladiator. Ouais. Bah non, mais même Gladiator, au final, Gladiator, je sais pas si vous le regardez maintenant, l'histoire effectivement est prenante. Merde, il y a Joaquin Phoenix ou bien merde, comment il s'appelle l'autre comédien? Mike, toi qui les connais? Russell Crowe, ils sont très bons. Mais c'est aussi dégueulasse. Non mais visuellement c'est moche. Les effets ils sont dégueulasses. On a cette couleur ocre. Il y a plein de trucs qui à mon sens qui vont pas. Bref, Ridley Scott plus les films s'enchaînent, moins c'est bon quoi. Oui, on l'aime particulièrement celui-là. Ouais.
Faut arrêter. Et pourtant, moi, j'étais vraiment, Il y a un moment, vraiment. faut quand même- arrêter, ouais. C'était la seule satisfaction que t'as eue dans ce film-là, c'est Al Pacino. Ouais, parce que L'interprétation Ouais, d'Al je suis Pacino. toujours content de voir Al Pacino. Et puis au milieu de ce cabotinage, et Al Pacino est quand même connu pour être un sacré cabotin. Mais au milieu des autres, Petit coquin. eh ben c'est encore celui qui est le plus dans la retenue. Alors ouais, il y a des scènes qui vont, là il y a des scènes qui me reviennent en tête, mais qui fonctionnent pas. C'est vraiment triste. C'est triste. Sans déconner, je pense qu'au moment où vous allez écouter cette émission, il sera plus en salle. Mais si vous l'avez loupé, c'est pas grave. Hein. Franchement, y a pas de souci. Moi, très honnêtement, je pensais voir, le côté Shakespeare. Je pensais en plus qu'il y a mis Al Pacino, le parrain. Ouais. Je pensais voir le parrain dans le milieu de la mode. Je me disais, ou alors qu'aurait fait Ken Russell, tu vois, quelqu'un qui fait des cinémas, un cinéma vraiment, baroque, opératique comme ça. Ou alors un Dario Argento. Là, je voyais, c'est Suspiria, tu vois. T'aurais joué sur les lumières, t'aurais joué sur. Il y avait plein d'éléments pour faire. Surtout que Ridley Scott, c'est un mec qui vient des Beaux-Arts, c'est un formaliste, c'est quelqu'un qui sait faire ça, Mais tu vois. en fait, moi, je t'en avais parlé hier, mais je me demande, t'es Ridley Scott, t'es réalisateur, comment tu peux voir ce que nous on a vu, et les studios, hein, ils regardent le House of Gucci, ils disent, bon, on va regarder ce que Ridley nous a fait. Oh ouais, c'est pas mal. On va le laisser comme ça. Et est-ce que c'est une perte de recul? C'est quoi? Alors souvent, on déplore très souvent les producteurs qui mettent leur pif dans les films et qui sabotent les films. Mais il y a aussi des producteurs qui ont un impact vertueux dans la réalisation d'un film. Là, en l'occurrence, Ridley Scott, il est aussi producteur. D'accord. Ah oui, donc Et il est pas eu externe. Quoi. Voilà. Et puis Ridley Scott, faut pas oublier que malgré tout, il a encore cette aura. Il a cette aura de très grand cinéaste. Ouais, c'est vrai. À mon sens, il fut effectivement un immense cinéaste qui a quand même enchaîné 3 putains de chefs-d'œuvre. Mais à 80 ans passés, je pense que pour beaucoup, il reflète encore cette gloire passée. Et c'est pour ça que certains, quand tu vois le casting qu'il a, je pense pas qu'il a pu tous les payer des millions, hein, mais ils y vont parce qu'ils croient au projet, parce qu'ils se disent c'est quand même Ridley Scott qui est à la barre. Ok. Lady Gaga, mais Lady Gaga continue la chanson. Lady Moi, je Gaga. l'ai pas trouvé trop mauvaise encore. hein. Non mais Lady Gaga, la chance qu'elle a, en fait, c'est qu'elle fait partie de ces gens qui ont beaucoup de charisme. Oui, voilà, c'est ça. Elle dégage un truc, je Voilà. trouve. Et donc quand elle, c'est vrai que moi aussi, je trouve quand elle est à l'écran, elle bouffe quand même l'image. Tu vois Lady Gaga. Vraiment, enfin, je vois pas Lady Gaga, mais je vois Oui, quand tu même. vois. Son aura. J'allais dire, je vois le personnage, je vois son aura de star. C'est une star. Ça, faut lui laisser, c'est une putain de star. Mais en fait, elle est un peu comme les autres, elle surjoue au possible, c'est la foire aux les accents, faut arrêter les gars. Mais c'est ridicule. Enfin, Puis on parlait des références artistiques tout à l'heure, c'est vrai que ça manque un peu de finesse, quoi. Est-ce que ça aurait perdu de l'authenticité s'ils avaient parlé anglais sans avoir forcément un accent italien? mais non, mais faut pas. Non, alors moi je pars du principe que si tu fais un film qui se passe en Italie, pardon, qui avec des parle personnages italien. italiens et que tu leur fais parler en anglais, ne mets pas d'accent. Mais oui, c'est ça. Du coup, Ou alors non. tu les fais parler en italien. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais si tu les fais parler en anglais, en partant du principe que c'est leur langue maternelle, non, pas d'accent. C'est ridicule. Faut arrêter ça. D'accord. Je Je suis du même avis, moi, en fait. Hein. Ça m'aurait pas dérangé s'ils avaient pas eu d'accent. Parce que moi, je sais que c'est un film. Moi, il y a des moments, sans déconner, où quand il y avait Jared Leto, j'étais à 2 doigts de pisser dans mon froc, de rire. Mais vraiment, Ouais, t'as pouffé plusieurs fois. mais parce que sa manière de s'exprimer, ses mimiques, c'était tellement too much. Mais c'est le seul personnage qui t'a fait rire. Enfin, qui t'a fait pouffer de... Voilà. En fait, s'ils avaient Le été côté tous ridicule, quoi. S'ils avaient été tous un peu ridicules. un peu excessifs et ridicules comme lui, et que le film, s'il avait duré 1 heure de moins, j'aurais peut-être bien rigolé. Mais je pense pas que c'était le but de Ridley Scott de nous faire marrer, quoi. Non. Ok, merci pour vos avis sur ce film-là. On va passer à la rubrique des coups de cœur. Alors, qui veut commencer pour la rubrique des coups de cœur? Vas-y, Eleonore, vas-y. Ok. Eleonore. Attends, Prépare-toi. T'étais pas prête. Attends. Ah non, mais parce que je viens toujours avec ma BD sous le bras. Bah oui. Pour revenir au boulevard du Crépuscule, je voulais vous présenter donc ma vie posthume Ne m'enterrez pas trop vite de Hubert et Zanzime.
Pourquoi cette BD ? Parce que déjà, pour sa couverture, puisqu'on voit, vous le voyez pas, mais je la vois quand même, une femme assez âgée qui se parfume et qui se regarde dans un miroir, et puis son reflet, c'est une jeune femme, donc c'est elle quand elle est plus jeune. Voilà, c'est Dorian Gray, quoi. Exactement. Et donc ça m'a évidemment fait penser à Norma et à sa volonté de rester jeune et belle. Et donc beaucoup d'artistes ont aussi travaillé sur ce sujet. Il y a Otto Dix avec la jeune fille devant un miroir. Vanitas également, Les Vieilles de Francisco de Goya et comme tu l'as dit, Dorian Gray, qu'on voit aussi. Il y a une référence de Billy Wilder dans 7 ans de réflexion où tu vois l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur principal qui se regarde dans le miroir et il y a son visage qui est déformé et c'est une référence à Dorian Gray. Ah ouais, Voilà. Je m'en souviens plus. Et donc ça parle, cette BD parle de solitude, d'une vieille veuve qui s'appelle Emma, qui vit seule dans sa maison et en fait un jour elle se fait assassiner, sauf qu'elle s'en rend pas compte. Elle a je crois un trou de balle, ouais voilà donc. Un impact de balle. Un impact de voilà, trou de Un balle. trou de balle, parce qu'on en a tous. Et on n'est pas mort pour autant. Pas mort. Au niveau de la Eh oui. Ah bah ça c'est gênant ça. Ah, niveau bien. de la Et pour ces suivis, c'est plus pratique. Et donc, elle s'en rend pas compte. Et donc, elle continue, son train-train continue. Elle se rend pas compte qu'elle a un trou de balle. Elle a le teint grisonnant, et alors que c'est une morte vivante, quoi. Et donc, Tu vois, ça c'est le genre de vanne qui marche toujours. La blague du trou de balle. C'est voilà, les blagues pipi caca, ça passe très bien, c'est toujours très marrant. donc ça évoque beaucoup de sujets différents, de nostalgie, et tout ça c'est illustré aussi grâce à des flashbacks. Ça part de la vieillesse, de la vie, de la mort, et il y a un côté gothique aussi, des illustrations qui changent et qui s'éclairent à chaque fois au fur et à mesure. Il y a un côté vivifiant, donc ça c'est grâce à Zanzim, l'illustrateur, et qui fait aussi penser à une autre de ses œuvres, Podum. Je sais pas si vous voyez, non. Podan, oui. Non, Podum. et donc Hubert, le scénariste, est décédé récemment, à l'âge de 50 ans, en 2020. Ah mince. Et ouais, très triste parce que en plus c'est en pleine gloire, quoi. Et Zanzim, son ami, donc l'illustrateur, lui a rendu un bel hommage en lui souhaitant une belle vie posthume, donc qui reprend le titre de l'album. Voilà. Ok. Amazing. Ça m'a l'air pas mal. Pas mal. Ouais. Moi, je vais continuer comme ça. Après, je peux clôturer l'émission après toi, sinon ça fait trop de blabla de ma part. Et de toute façon, ce sera très court. C'est pas un véritable coup de cœur, mais c'est plus une découverte pour mes amis BD-Phil. J'espère que ça plaira à Éléonore, Loris et Julien qui aiment la BD aussi. Bah, Mathieu aussi aime bien la BD. Moi, Mathieu, il commence. Moi, c'est récent. C'est grâce à l'équipe du podcast, dont Eleonore et Loris. Et Voilà. d'ailleurs que je m'y suis mis. D'accord, ok. Alors c'est un podcast qui est disponible partout sur toutes les plateformes et qui s'appelle Dans ma bulle. C'est un podcast qui est 100%. Tu connais ? Non, on m'en a parlé. qui est 100% dédié à la BD, donc ça passe du comics au manga, roman graphique, et tout y passe quoi. Et en fait, c'est même un podcast quasiment quotidien. Donc tous les jours, il y a soit un coup de cœur, donc qui dure une à 3 minutes. Elle repense au trou de balle. C'est pour ça qu'Éléonore rit derrière son micro. Et elle pense au trou de balle de tout à l'heure. Elle en a 2 à table en plus. J'ai tellement de mal à m'en remettre. Voilà. Qu'est-ce qui sépare 2 trous de balle ? Une table. C'est ça. Donc du coup, voilà. Et puis c'est donc des podcasts quasiment quotidiens. Donc ça passe d'une émission de 1 à 5 minutes qui parle d'un coup de cœur. Donc qui parle d'un coup de cœur sur une BD. C'est diffusé où ? Teaser de Spotify, D'accord. partout quoi, Apple Podcast et j'en passe. Et aussi, il y a des émissions d'une demi-heure, 20 minutes, un quart d'heure, C'est ça trop dépend. Et c'est là, c'est plus des interviews de personnes qui gravitent autour du monde de la BD. Et ça s'appelle donc du coup Dans ma bulle, disponible, ce podcast disponible sur toutes les plateformes. Voilà. Ah super, je vais aller écouter ça. Voilà. Pareil. C'est vrai ? Ah oui. Et ben en plus c'est cool. Non mais c'est vraiment ce qui est bien. C'est beaucoup de travail, mais ça doit être des gens qui sont passionnés. un peu plus passionnés, un peu plus Comme investis que nous, qui font des podcasts quotidiens. Moi je pense que c'est une personne généralement qui parle, mais voilà, D'accord. Ok. elle fait ça. Alors moi j'ai 2 coups de cœur. Le premier va être assez court. C'est le début de saison tonitruant des Golden State Warriors.
Donc je parle de NBA. Parce que après le cinéma, mon autre passion, c'est la NBA. Et là, je me régale. Donc tous ceux qui comme moi suivent un peu la NBA, là on a eu 2 saisons pour les Golden State Warriors qui étaient très compliquées avec de multiples blessures. On a un Stephen Curry qui en début de saison là avec son retour est en mode MVP, mais il n'est pas tout seul. Non, parce que c'est un sport collectif. Parce que même si lui est en mode MVP, ça ne suffirait pas. On a un Andrew Wiggins qui est au top, même Damon Green est bien. Enfin, on a John Van Poole qui est très bon. Et on attend impatiemment, moi j'attends impatiemment, le retour de Klay Thompson qui a quand même loupé 2 saisons, qui est un joueur formidable. Au moment où je vous parle, 19 matchs, 17 victoires, 2 défaites. Ils sont talonnés de près par les Phoenix Suns, mais c'est formidable. C'est surtout, ils ont des bons résultats. Mais surtout, le jeu est impressionnant. C'est fluide, c'est beau à regarder. Donc, si vous avez l'occasion de vous regarder un match des Golden State Warriors, vous allez vous régaler. C'est presque aussi beau que le cinéma. Il y a des, donc tu vois ça sur des débriefs faits sur YouTube. Ouais, bah, en fait, il y a plein de chaînes, principalement des chaînes américaines, qui vous proposent tous les matins, enfin, pour nous en France, le matin quand vous vous réveillez, comme moi, vous avez des résumés de 10 minutes, un quart d'heure de chaque match. Un petit téléfoot à la NBA. Ouais, c'est ça, avec les commentaires ricains, c'est rigolo. Puis après, bon, il y a plein de gens qui parlent de cinéma, qui parlent de NBA sur YouTube ou autre. Moi, j'écoute beaucoup et je regarde Trash Talk, qui est vraiment, vraiment chouette. Mais donc, ouais, super début de saison avec Golden State Warriors, donc ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est ma petite parenthèse. Mon coup de cœur, bien sûr, ciné. C'est un film qui s'appelle The City of Violence du réalisateur Ryu Seung-won. Je le prononce mal comme d'hab. C'est un cinéaste de Corée du Sud. Ce film-là, je l'avais jamais vu. C'est un film qui est sorti en 2006. J'en avais beaucoup entendu parler. C'était quand le film est sorti. C'était pas encore l'apogée du cinéma coréen comme on l'a maintenant, parce que maintenant, voilà, le cinéma sud-coréen, il est un petit peu partout. Et il y a raison, hein, quand on parle de Bong Joon-ho, qui a eu le Palme d'Or, enfin, puis les Oscars, tout ce qui s'ensuit. Mais en 2006, c'est vraiment les débuts, non pas en Corée, mais du moins en Occident, l'arrivée, tu vois, massive, ce sera une arrivée par la suite massive, de tous ces thrillers et polars coréens. Celui-ci, pourquoi je l'ai pris celui-là ? Parce que j'en avais beaucoup entendu parler et je l'ai vu récemment sur la chaîne Shadows. J'avais déjà eu l'occasion d'en parler. Une plateforme consacrée au cinéma. Tout ce qui est cinéma de genre, ouais, c'est ça, cinéma de genre, cinéma d'exploitation. Et puis là, ils nous ont mis donc ce film-là. À 4,99, hein, c'est ça ? À 4,99 par mois, ouais, c'est ça. On leur fait de la promo. Le film est hyper fun. Les thrillers coréens, en fait, sont très réputés effectivement par leur violence graphique et aussi par leurs photos. C'est toujours une photo très soignée, très très belle. On n'est pas là-dedans. Je dis pas que c'est moche, attention, mais c'est très survolté. Dans la mise en scène, dans l'action, dans l'humour, parce qu'évidemment il y a de l'humour, dans la manière de iconiser les personnages comme des personnages de western, ça m'a fait beaucoup penser au cinéma hongkongais des années 80. Il y a des séquences dingues, mais vraiment dingues, de cascades, de bagarres. C'est vraiment super fun à suivre. Oui, tu veux me dire quelque chose ? Non, vas-y. Et en fait, bon, je vous pitch très, très rapidement le film. Hein. C'est des copains d'enfance qui se séparent, hein. Chacun mène sa route, et puis vous savez comment c'est, hein, à un moment donné, nos chemins se séparent, et dont l'un de ces personnages-là est un policier qui retourne dans son bled d'enfance, et là il se rend compte que un de ses amis, de cette bande de 5 amis, a été assassiné, et parmi les amis, il y en a un qui est devenu une espèce de patron de la pègre, et donc il y a une enquête, voilà, on va vite comprendre, hein, en fait, quel est parce que tout est un peu cousu de fil blanc, mais ça vaut surtout en fait pour l'interaction entre ces personnages-là et puis les séquences survoltées de bagarres qui sont pas forcément extrêmement gore comme ça a pu être par la suite, mais ouais, c'est assez prodigieux au niveau des idées de mise en scène, c'est dingue. Moi, il y avait des séquences, je me dis, ouais, putain, il y avait un côté nostalgique quand je voyais ce film-là, je me dis, ouais, c'est vraiment le cinéma hongkongais que j'adorais dans les années 80 et début 90, et puis eux, ils reproduisent ça, c'est vraiment, vraiment fun. Ok, Mathieu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui nous attend en 2022, la programmation qu'on est en train de mettre en place, des films dont on va parler, enfin on va pas spoiler les films, on va pas dévoiler les films qu'on a choisis, mais comment on s'organise l'émission de la nuit américaine pour la 2022? Alors ça va être plus ou moins en fait ce qu'on faisait déjà jusqu'à présent. Vous vous êtes rendu compte qu'on essayait de panacher entre des films dits populaires ou des blockbusters, et la semaine ou les 2 semaines en fait qui vont suivre ces diffusions là, des films qui sont un peu plus confidentiels. Alors confidentiels
pour nous spectateurs d'aujourd'hui, mais qui en réalité sont soit des classiques ou soit en fait des films effectivement moins connus. Donc on va panacher entre des films qu'on aime tous généralement, des blockbusters, mais enfin quand je dis qu'on aime tous, pas forcément, parce que ça donnera aussi la possibilité, tu vois, d'avoir des échanges un peu plus, on va dire, Contradictoire. Ouais, c'est ça. Ça va être intéressant parce que c'est des films qu'on a généralement tous vus, qu'on n'aime pas forcément tous du même niveau. Et par contre, les autres films dits classiques ou plus confidentiels, c'est une sélection que je me suis permis de faire, que je pense que la plupart de vous ne les avez pas vus, peut-être un ou deux par-ci par-là, que vous allez découvrir. J'ai vraiment hâte d'entendre en fait votre ressenti sur ces films-là, et je pense qu'il y aura matière à discuter. Ouais, on vous rappelle que la Nuit américaine, c'est effectivement s'organise autour de la découverte. Hein. On essaie de faire découvrir des nouvelles choses à nos auditeurs, et nous on découvre aussi en animant. Moi, je découvre en animant et en participant à cette émission plein de nouvelles choses. J'étoffe ma culture cinématographique, je l'upgrade, comme on dit ça. On dit ça comme ça hein, maintenant, de nos jours, en 2021, 2022. Dans les startups. Dans les startups, j'upgrade mon niveau cinématographique. Donc voilà, moi je kiffe. Donc j'ai hâte d'être en 2022. On vous rappelle qu'il reste encore quelques épisodes à suivre pour décembre 2021. Et merci de nous avoir écoutés. Merci Mathieu, merci Léonore d'avoir partagé cette 7h40 avec moi, avec nos auditeurs. Et puis on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, de streaming. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de la sortie d'un nouvel épisode sur votre smartphone. Smartphone. Mais t'as un as aussi toi en accent, tu aurais pu jouer dans House of Gucci. Oui, je sais faire l'accent belge. House of Gucci en Belgique. Je vais peut-être mettre là-dessus. C'est vrai. À Liège. Et bon, et donc n'oubliez pas, si vous utilisez Apple et l'application Apple Podcast, de noter 5 étoiles ou moins si vous appréciez moins le podcast, et de commenter. Ça nous aidera à développer l'audience et la reconnaissance de notre émission. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram, et puis peut-être potentiellement bientôt Twitter. Bon, on ne sait pas si le petit oiseau fera partie de la famille l'année prochaine. Le petit oiseau va sortir. Décidément. Enfin bon, bravo, c'est une outro un petit peu longue. En tout cas, on vous aime. Et puis, à bientôt. À bientôt. Gros bisous. Gros bisous. Ciao.